Monsieur, bonjour à tous, bonjour à vous. Merci de nous retrouver ce lundi matin sur les antennes d'Equinox Télévision avec 10-12, le Zénith qui démarre à l'instant. Comment comprendre l'évolution du Cameroun aujourd'hui, bien sûr, et les sujets qui gravitent autour de la République. Manipulation, diversion, distraction. La toile a pris feu depuis des semaines avec des sujets en n'en plus fini qui ne cessent de manipuler les Camerounais au sujet des questions politiques. Comment justement s'en sortir? Quelle est la position du peuple aujourd'hui? Où se situe véritablement la vérité à la suite justement des nombreux sujets et surtout les documents qui sont en permanence distribués ou si vous voulez relayés et surtout publiés sur la toile aujourd'hui? Madame, Messieurs, des questions qui ne cessent de tarauder bien évidemment les esprits des Camerounais. On parle également ce matin de cette sortie concernant le professeur Essomba Noël Emmanuel, qui est le directeur de l'hôpital à Kentini et qui en fin de semaine dernière rendait public un document dans lequel il demandait à tous les patients qui seraient invités au niveau de l'hôpital à Kentini à dénoncer toutes les pratiques ou les manœuvres de quelques médecins qui tendent simplement à les détourner de l'hôpital pour des cliniques. Question ce matin, est-ce que la pratique est nouvelle? Comment analyser, surtout comprendre ou encore voire même apprécier la sortie bien sûr du professeur Essomba Noël Emmanuel de l'hôpital à Kentini ce matin? Et justement, la question qui taraude les esprits depuis pratiquement 72 heures, c'est la dissolution du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Finalement, l'État du Cameroun devrait-il s'investir à dissoudre le MRC ou pas? Toutes des velléités de plus en plus montantes sur la toile aujourd'hui font état de ce que ce matin, il y aura certainement une arrestation du professeur Maurice Kamto et par la suite, on devrait activer la dissolution du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Est-ce que aujourd'hui, ce n'est pas la preuve que le Cameroun serait dans une dictature féroce, ne donnant plus l'occasion à qui que ce soit de parler de démocratie dans un pays qui se respecte? En tout cas, nous en parlerons certainement dans l'émission de ce matin avec vous, comme à l'accoutumée. Toute l'équipe est au complet ce matin. Charles Bachou, Bonbon Bengan Kandji, Karine Santier, Dominique, Audrey Oyengelek, ensemble unis pour la même mission. Madame, Messieurs, jusqu'à midi, nous allons vous servir. Bienvenue à tous, bienvenue à vous. Charles Bachou, bienvenue, bonjour. Bonjour, Monsieur Michel Gachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Le sous-préfet de Ndou, dans la région du Nord-Ouest, ordonne à tous les fonctionnaires ayant fui la guerre de rejoindre leur poste. Il semblerait qu'ils sont désormais seulement 12 là-bas. Il faudrait que tous les fonctionnaires reviennent. Et il n'est pas seul. La majeure partie des zones, certains sous-préfets vont résider plus dans la capitale, Bamenda, que dans les différentes régions et arrondissements dans lesquels ils sont affectés. Donc, il faut dire que c'est assez grave lorsqu'on se rappelle que le ministre de l'administration territoriale était allé jusqu'à dire que tout se passe bien, tout fonctionne bien. Le voilà, le sous-préfet de Ndou, qui a fait tout un communiqué là où il leur donne le retour. Vont-ils rentrer? C'est une interrogation. Et bien sûr, la question est posée ce matin, Charles Mbachou. Vont-ils rentrer ou pas, ces fonctionnaires qui craignent justement de rentrer dans ces exactions répétées et perpétrées dans les régions du nord et du sud-est Cameroun? Eux aussi sont des Camerounais, mais ont peur de leur pays. Bonbon Bengan Kandji, bonjour. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Une fois encore, samedi 26 septembre 2020, alors qu'il traversait le deuxième pont sur le Vouri, la moto de M. Blaise Essama a été arrachée. Il se bat comme un beau diable pour récupérer encore cette énième moto. Vraiment. Essama, lui, n'aime pas, il anime la ville, il parle, il ne soutient pas le régime. C'est pour cette raison qu'on en parle. Et pourtant, les renseignements généraux qu'on nous dit bien renseignés savent très bien que Blaise Essama n'est pas un fauteur de troubles, un rampeur de foule. Remettez-lui sa moto, s'il vous plaît. Remettez-lui cette dernière moto. Vous allez parquer la moto d'Essama pour les revendre, pour faire quoi? Remettez-lui sa moto, Essama. Bon, Bengan Kandji, c'est un sujet quand même qui est, on va dire, un tout petit peu énervant quand même, parce que une énième fois,
la police camerounaise, notamment celle qui est dans la région littorale, décide de se saisir encore la moto d'André Blaise Sama. Et vous le savez justement, il a été pratiquement neutralisé. Ce n'est pas une moto qu'on lui a remis, c'est une moto qu'il a achetée, qu'on lui a achetée. Il a déjà 3 motos conservées, plus cette énième qui fait 4 motos. Donc chaque moto qu'il réussit à avoir, on confisque. Alors quel est justement l'intérêt à arracher la moto d'André Blaise Sama aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut expliquer que la police camerounaise prenne sur elle d'arracher bien sûr la moto d'un citoyen normal? D'aucuns ont pensé à un moment donné qu'il devait faire justement le bain de foule avec le mouvement pour la Renaissance du Cameroun et les alliés qui étaient bien sûr dans la rue le 22 septembre dernier, que non, on a préféré le neutraliser, le garder en arrachant ses téléphones et ses motos. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de ces citoyens qui se sont abusés par l'État du Cameroun? Que disent justement les organisations des droits de l'homme? Alors que le combat de Blaise Sama est connu, il est à la suite du combat de combattant Bouamassok pour la restauration des figures historiques de notre peuple, c'est-à-dire la rebaptisation par exemple de nos rues, de nos points cardinaux, des noms de nos héros, de Oumniobel, Douala Mangabel, Martin Paul Samba, ainsi de suite, ainsi de suite. Lui, son combat est un combat noble. Je me rappelle encore qu'il avait demandé au magistrat de l'aider à rebaptiser ces monuments-là, les lieux publics du Cameroun, pour que nos enfants, nos petits-enfants puissent se ressourcer. C'est un combat qui va même, j'allais dire, que va profiter davantage à l'établissement politique et administratif du Cameroun, et même pas à Ubesama. Le pression justement se fait sentir, madame, messieurs, dans les artères du Cameroun, notamment ici à Douala. Est-ce que le directeur général à la Sûreté nationale, monsieur Mbagangeli, est au courant de ce que André Blaise Sama, sa moto a été à nouveau arrachée par la police camerounaise? Quel regard et quelle appréciation, lui, Mbagangeli, qui supporte et qui conduit les enjeux justement de la gouvernance à travers la direction générale à la Sûreté nationale, quelle appréciation fait-il de ces enjeux édictés par le chef de l'État aujourd'hui? Sommes-nous en démocratie ou pas? Mbagangeli laisserait-il justement André Blaise Sama autant de temps sans sa moto, et ces nombreuses motos, ne peut-on pas véritablement les lui restituer? Karine Sontia, bonjour. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Le MINAC a réuni le 23 septembre dernier l'ensemble des syndicalistes dans l'art musical, notamment la Sonacam, la SICAPROM, SINAPROM, le RAMCAN et le collectif Debout pour nos droits, et ils ont convenu finalement que le 24 octobre prochain, l'Assemblée générale consensuelle de la Sonacam aura lieu pour discuter des dernières questions concernant notamment la prise en compte des artistes chanteurs et musiciens camerounais. Sauf que cette question nous rappelle encore notamment les différentes réunions qu'il y a déjà eu au Cameroun concernant l'art musical avec la Sonacam. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé avec notamment Sam Bende, vous vous rappelez de ce qui s'est passé notamment avec Odile Gascar. Il y a eu tellement de réunions jusqu'ici, mais on n'a jamais pu trouver le consensus qui permettrait à tous les artistes de s'en sortir. Maintenant que ces artistes qui dirigent la Sonacam sont d'une certaine époque, il y a une nouvelle version d'artistes. Comment est-ce qu'ils intègrent notamment ces nouveaux artistes-là dans le partage des droits d'auteur? Il faudra qu'on en parle aussi. Et c'est un sujet justement qui ébranle les milieux artistiques au Cameroun, notamment celui de l'art musical, effectivement. Sam Bende était contesté avec la CMC. Aujourd'hui, c'est Sans Fantoma et la Sonacam qui lui également est contesté. Mais surtout, on se demande, est-ce que le Cameroun s'est recyclé, s'est remis à niveau avec la gestion des droits d'auteur et les nouveaux éléments quand même de communication qui rentrent en jeu. Madame, monsieur, on en reparlera certainement. Allons déjà dire bonjour à Dominique Audrey Yengelek. Bonjour Dominique. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Michel, ce matin j'ai une inquiétude après avoir lu les résultats dans l'ensemble, le bilan affiché des résultats de l'examen de probatoire au Cameroun. Il faut dire que les résultats ne sont pas bons du tout parce que les enfants, les élèves ont régressé énormément. On a la région du Nord qui est en 10e position comme l'année dernière, mais les résultats ont chuté. On a le Nord-Ouest et le Sud-Ouest qui sont en tête du classement, et les autres, c'est pas bon du tout. Et je pense que au niveau du ministère des enseignements secondaires, on devrait se poser des questions. Pourquoi est-ce que les enfants ont aussi mal travaillé cette année scolaire?
Et pourtant, le 5 octobre prochain... Ils vont reprendre les classes. Et il faut rappeler bien sûr que le 5 octobre prochain, c'est la journée internationale de l'enseignant aussi. Hein. Comment vont-ils associer rentrée des classes et célébration de la fête de la journée de l'enseignant? On a bien envie de comprendre. Ce sera une grande Mais il faut curiosité. dire que Bamenda et Boya, qui sont en tête là, sont des zones en crise. Donc certainement, il y a eu 4 élèves qui ont composé et les 4 ont réussi. Donc on ne nous fasse pas croire que c'est des milliers d'élèves qui ont composé et tous ont réussi. Voilà. Disons simplement que l'effectif en termes Voilà, d'élèves dans les zones en guerre, l'effectif est très réduit quand même. Voilà. Merci à vous, madame, monsieur. N'oubliez pas les plateformes 10-12 le Zénith également, sur Facebook également, Equinox TV. Vos commentaires, on les lira, y compris au numéro qui s'affichera en bas de l'écran. Nous les prendrons fièrement tout à l'heure. L'histoire du jour, Dominique Autry, c'est avec vous. C'est une histoire de famille qui met en scène des parents et leur unique enfant, leur unique fille de 14 ans. Les parents qui nous ont contactés pour l'histoire de ce matin sont un peu embarrassés. Ils sont dérangés quant à l'avenir de leur jeune fille. Elle est âgée de 14 ans. Elle s'appelle Marguerite. Marguerite est une jeune fille qui ne veut plus aller à l'école. Récemment, ses parents ont découvert qu'elle avait un groupe d'amis avec lesquels elle se retrouvait dans ce qu'on appelle vulgairement des chill à chiller. Vous allez nous en donner l'explication tout à l'heure. Marguerite fugue de temps en temps lorsque les parents émettent des reproches, lui font des reproches, gronde. Marguerite part de la maison. Elle peut aller vivre une semaine chez une tante. Elle est la seule enfant parce que ses parents n'ont pas pu en avoir d'autres. Donc elle est la seule. Vous imaginez donc, étant l'unique enfant, ses parents avouent qu'ils ont quasiment tout donné, tout laissé passer à cet enfant-là. Aujourd'hui, c'est une enfant qui est intenable. Elle se retrouve dans ce qu'on appelle des partouzes, elle se retrouve en compagnie de mauvaises personnes, elle consomme des stupéfiants, elle consomme de l'alcool pour une enfant de 14 ans. Et récemment, sa mère a appris qu'elle aurait été enceinte et qu'elle se serait fait avorter. Donc aujourd'hui, ses parents exaspérés aimeraient savoir est-ce qu'il y a des chances pour que cette fille puisse reprendre l'école puisqu'elle s'est arrêtée en 4e. Est-ce qu'elle peut reprendre l'école, continuer et arrêter avec ce train-train quotidien? Et à cela, ses parents ajoutent également qu'il y a une histoire de porte-monnaie magique qui entoure ce groupe d'amis-là. Donc ce sont quelques enfants du quartier, des enfants de certaines personnalités qui font partie de ce petit groupe. Donc comment est-ce qu'on fait donc lorsqu'on a son enfant ou sa petite sœur ou bien son neveu qui se retrouve dans ce genre de situation? Comment la sauver? Situation quand même assez grave, madame, monsieur, pour nos cadettes et nos cadets également qui écument les rues des capitales camerounaises aujourd'hui et qui sont rentrés dans ce qu'ils appellent les TIL. Les TIL, en réalité, c'est des rencontres qu'ils mettent en place entre enfants de bonne famille, entre enfants de famille aisée, entre guillemets, et ils choisissent d'aller prendre un appartement dans lequel ils vivent ou encore un endroit où ils vont faire la fête pendant 2 ou 3 jours. Et dans cette île, on retrouve également l'alcool, on retrouve les drogues, on retrouve à manger, on retrouve le sexe en même temps et ils peuvent vivre dans ces maisons pendant 3 ou 4 jours. Et justement, pour répondre à votre interrogation, comment expliquer cette île? Et ils appellent ça le chilling aujourd'hui. Parfois, ils peuvent hypothéquer une piscine pendant 2 ou 3 jours. Et vous cherchez vos enfants, en fait, c'est là-bas. Et c'est très souvent des enfants de bonne famille et qui sont impliqués dans ces histoires. Et quand on dit bonne famille, c'est des enfants, justement, où papa et maman sont plus ou moins bien situés et puis c'est assez compliqué. Allez, c'est une histoire de femme. Lorsque la maman pleure, elle demande justement à ramener son enfant. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour sortir son enfant de cette pratique qu'il a détournée carrément de la société aujourd'hui? Si elle dit très bien que l'enfant a été enceinte récemment et aurait avorté, alors là, il y a un problème fondamental. Énorme. Mais nous vous posons la question. Vous, maman, que faites-vous pour sortir votre fille dans une affaire comme celle-là? On la déplace tout simplement. Elle part d'abord de cette ville. Si dans un hôpital, on peut faire une sorte de désintoxication, on lui fait une désintoxication, on lui fait un suivi psychologique également. C'est bien que les parents de Marguerite avouent que étant l'unique enfant, on lui a laissé passer un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, beaucoup de parents passent par là. Lorsqu'on n'a qu'un seul enfant, on se dit vraiment c'est mon seul, il ne faudrait pas qu'il souffre, je ne dois pas être rigoureuse et
tout. Bah, sauf que si vous n'êtes pas strict avec votre enfant dès le bas âge, vous risquez de terminer avec un enfant qui dira « Ah, même si maman me gronde, ça va passer, après elle va me donner mon argent, je vais faire ce que j'ai envie de faire. » Quand votre enfant commence à sortir de façon inopinée, elle entre à la maison, elle sort, n'importe comment, quand elle veut, c'est un problème. Il y a des personnes qui ont grandi, je parle de moi, jusqu'à un certain âge, vous aviez des interdits. Par exemple, mettre le vernis jusqu'en 3e, je n'avais pas le droit parce que ce n'était pas de mon âge. Donc, il faudrait, dès le bas âge, même si c'est le seul enfant, émettre des restrictions à cet enfant-là. Donc, maintenant, pour Marguerite, qui est sexuellement active à 14 ans, qui consomme des stupéfiants à 14 ans et qui prend de l'alcool également, il faut la désintoxiquer, la sortir de cet environnement-là immédiatement, peu importe ce que ça coûte, même s'il faille que sa mère aille s'installer avec elle dans une autre ville. Si ses parents ont des moyens pour la mener dans un autre pays, même si c'est un pays africain, qu'on la sorte d'abord de ce cocon-là, parce que c'est une sorte de famille qu'elle a avec ces gens-là. Donc, il faut l'éloigner il y a un impact immédiat de l'environnement sur son éducation possible. Et maintenant, les personnes qui louent ces appartements meublés, pour la plupart, doivent être inquiétées. Si les parents de cette fille ont la possibilité qu'on attaque les personnes qui louent cet appartement-là, comment est-ce qu'on fait pour donner un appartement à un enfant, de cet âge-là? Moi, je veux comprendre. Pourquoi le besoin de l'argent? La pratique, justement, pour reprendre votre question, dit-on ici à Douala précisément, la pratique semble être courante dans la zone de village aujourd'hui, où il y a de nouveaux appartements en construction là-bas, où il y a les appartements meublés de ce côté. Koto également, voilà. Ici nous sommes à Douala. Et c'est pas seulement à Douala, parce que même à Yaoundé, il y a de nouveaux quartiers, Odia, ainsi de suite, où il y a ces appartements et ces enfants choisissent d'aller se les faire là-bas. En tant qu'adulte, on a tous une responsabilité envers les plus jeunes, qu'on soit parenté, qu'on ait des affinités avec ces personnes ou pas. Lorsque quelqu'un vient chez vous pour une maison, vous regardez la personne. Et si c'est un jeunot qui vient prendre cette maison, vous devez savoir pourquoi est-ce qu'il prend cette maison et ce qu'il fait dans votre maison. Imaginez que lors d'une soirée, l'un de fasse une overdose. Mais c'est vous le propriétaire de la maison qui en serez garant. Donc maintenant, on a tous un droit de regard sur ce que ces plus jeunes font, surtout lorsque ça entre dans votre périmètre. Donc il faut éloigner le plus. Et maintenant, la personne qui a aidé la petite Marguerite à se faire avorter, si c'est avéré, doit également être inquiétée parce qu'elle aurait pu en mourir. À 14 ans quand même, c'est assez grave justement de voir un enfant qui a 14 ans choisi d'avorter, mais déjà qui depuis un moment fugue les maisons, va très loin. Mais on a envie de comprendre, est-ce que ces enfants parfois qui fréquentent des établissements particuliers, Karim, très souvent, on vous dit, on veut donner le meilleur à l'enfant, on veut donner la meilleure éducation possible à l'enfant, et on voudrait que nos enfants se frottent aux enfants d'eux, qui sont dans des écoles bien, enfin de qualité entre guillemets, et très souvent, c'est dans ces écoles que ces enfants font ces rencontres, et qui, au lieu de les élever pour l'école, ils font des rencontres qui les perdent pratiquement là-bas. Est-ce qu'on peut pas également dire que les parents, quelque part, ont une responsabilité à ce niveau? Karine Sontia. Ils ont une responsabilité, bien sûr, parce que lorsque votre enfant connaît un échec, où vous avez l'impression que c'est de votre faute. C'est pour ça qu'ils sont en partie responsables. Mais par rapport à ce qui se passe dans l'histoire de ce matin, je vais dire que la petite adolescente a été exposée à cela. Il y a des quartiers qui exposent les enfants à cela directement. Je dis, vous n'avez pas besoin d'être dans un quartier UP, hein, vraiment. Les quartiers que vous voyez souvent, vous pensez que ce sont des quartiers démunis et autres là. Ce sont des quartiers où se cachent beaucoup de tares, même si on ne parle pas beaucoup. Et si vous entrez là-bas avec un enfant qui a un esprit très faible, un esprit de suiveur, je vous assure qu'il va y entrer et vous allez le perdre. Il y a des enfants comme ça qui ont des esprits de suiveurs et qui, lorsqu'ils arrivent n'importe où, sont capables d'être traînés par n'importe qui et aller n'importe où. On a tous assisté à des fêtes qui avaient été organisées par des enfants de notre âge. Sauf que ce n'était pas des fêtes qu'on appelait aujourd'hui les chill ou les chilling. C'était des fêtes vraiment où il y avait toujours un papa ou une maman, il y avait toujours des parents. Mais dans ce genre bien encadré. Oui, dans ce genre de fêtes-là, c'est des fêtes où il y a l'alcool, il y a autre, il y a ainsi de suite. Moi, je connais une jeune adolescente de 15 ans par là, qui est allée à un chill pareil. Elle a été violée par plus de 8 personnes et on l'a abandonnée là-bas.
Donc, ils ont fini, ils sont partis. C'est les gens de son quartier, c'est pas les étrangers. C'est des personnes qu'elle connaissait dans son quartier. Et ils ont fini, ils ont fait les photos, ils ont partagé entre eux. C'est arrivé dans les mains des parents. Et la petite, elle a été obligée de quitter le quartier pour aller vivre dans une autre ville. Vous vous rendez compte de ce que ça fait. Donc, c'est vraiment délicat. Et on a aujourd'hui des enfants autour de nous qu'on n'arrive pas à contrôler. C'est certainement la télé, la radio et tout ce qu'on veut, mais particulièrement encore l'éducation. Mais est-ce que la radio a un impact là-dessus? Non. La télévision aujourd'hui? La télé, oui. La télévision, Internet, oui. Maintenant, moi, ce que je veux que les gens intègrent particulièrement, c'est le fait que lorsque vous avez un enfant et qu'il est votre unique, ne lui faites jamais se sentir unique. Parce que les personnes qui ont dans la tête qu'ils sont seuls ont toujours envie de malmener les gens et de faire que les gens marchent à leur rythme. Quand vous avez un enfant qui est seul et que vous avez élevé, il est le seul, il n'y a pas de petit frère, il n'y a pas de grand frère, il a l'impression, pour lui, vous devez marcher à son rythme. Et c'est ce que les parents ont fait depuis le début. Ils n'ont pas donné de directives à l'enfant, ils ont plutôt suivi les directives de l'enfant et finalement aujourd'hui, ils se retrouvent perdus. Et c'est ça la particularité. Il faudra déjà qu'il y ait quelqu'un de très influent dans leur famille, c'est-à-dire un homme de préférence qui est très influent, qui a un caractère capable de reprendre cette fille et de lui donner sa route. Oui, mais quelle est la garantie qu'elle ne peut pas fuguer à nouveau? Je dis une hypothèse, je dis que pendant que vous voyagez, même elle est capable de vous créer une situation et partir, disparaître même à la gare, par exemple. Donc, c'est le genre d'enfant que la plupart du temps, les gens préfèrent qu'il reste sur place. Il peut y avoir quelqu'un dans la famille qui est capable de recadrer l'enfant. On donne la personne à l'enfant, on donne les moyens pour, parce qu'il faudra un psychologue, il faudra une cure comme Dominique l'a dit, mais il faut particulièrement que cela soit accompagné de conseils, mais qu'on mette devant elle les tableaux des personnes qui sont passées par où elles passent aujourd'hui et comment est-ce qu'ils ont terminé. Parce que si on lui montre que non, un moment tu vas changer, c'est son âge, là elle va continuer, mais il faut qu'on lui montre que là où elle va dans un chemin sans retour. Parce que quand un enfant à 14 ans commence à consommer de l'alcool, il n'y a pas un jour où cet enfant va volontairement dire que je m'arrête. Il faut quelque chose de fort pour qu'elle arrête. Et je pense que le concours de la famille et autres, il y a une époque, oui, je me rappelle la coépouse de ma grand-mère, quand l'enfant était de ce type-là, c'est à elle qu'on donnait l'enfant. Elle vous oint avec le piment et elle vous dit partez danser. Donc elle vous attache, elle vous oint avec le piment et elle dit va maintenant danser, tu peux danser. Voilà. C'était ça sa mesure en fait. Aujourd'hui on te dira, et ça marchait. Aujourd'hui on te dira c'est il y a les droits de l'homme, oui, mais elle ça marchait. Des enfants. Elle ça marchait parce que cette mesure là a fait en sorte que ces enfants, même s'ils sont un peu, mais ils sont quand même rangés. Non mais je vais vous dire, moi-même j'ai été fessé voilà. et on au piment. Hein. Elle dit maintenant va danser. Maman est bien fait. Allez, Charles a même battu justement sur la question de cette histoire qui se pose ce matin. Il faut trouver le moyen de ramener l'enfant. Que peuvent faire les parents, c'est-à-dire le père et la mère de Marguerite aujourd'hui, pour ramener Marguerite à la maison, qui est rentrée dans l'alcool, la drogue, le sexe, les chills, comme on en parle depuis un petit moment? Monsieur Michel Ngacho, il devrait commencer d'abord par demander pardon à leur conscience. Les parents? Les deux parents devraient commencer par demander pardon à leur propre conscience pour avoir abandonné leur fille au monde, ne pas avoir suffisamment pris soin d'élever leurs enfants, de l'instruire et de lui donner une éducation le plus adéquate. Premier point. Deuxième point, nous sommes le fruit d'une éducation. Je suis le fruit d'une éducation, vous êtes le fruit d'une éducation. Le principal rôle de cette éducation qu'on a reçue, c'est dans la transmission. Je ne transmets que ce que j'ai reçu. Mon père m'a mis hors de sa maison à 18 ans, j'étais déjà dehors. Mon fils, mes filles sortiront de la maison à 18 ans. Je ne fais que retransmettre ce que j'ai reçu parce que j'estime que cela a été une réussite dans la formation de l'individu que je suis aujourd'hui. Sauf que les Camerounais aujourd'hui et les Africains occidentalisés dans un hybridisme total se sont retrouvés, M. Michel Ngacho, à oublier leur expérience personnelle, leur expérience vécue, leur vécu quotidien pour épouser ce qui vient d'ailleurs. Je suis surpris parfois de voir des femmes
tapez sur Internet comment baisser un bébé qui dérange. On va vous envoyer un plein où c'est Doctissimo, on vous envoie sur des sites. Ma fille pleure trop la nuit. Que fait? Elle est sur le site. Elle regarde des expériences d'occidentaliser, monsieur Michel Gadjou, très loin de nos réalités africaines. Comment est-ce que vous pouvez éduquer votre enfant en vous basant sur Internet? Internet qui à un certain moment raconte des conneries et des faussetés. La mère a fui parce que monsieur Michel Gadjou, il y a un ordonnancement. On n'élève pas la fille comme on élève le garçon. On élève le garçon avec les coups de poing, avec le fer, parce que ça discute entre père et fils dans la maison. Vous voyez le garçon, tant que le père n'a pas su imposer son autorité, le garçon a tendance à tirer la corde. À un moment donné, il dit je ne fais pas. Le père dit fais ci, il commence à tourner. On maintient le fouet sur l'enfant. Quand je parle de fouet, les gens vont croire que c'est une violence. Non, mais écoutez, Charles, on maintient le fouet, c'est important. Je dis on maintient, je ne parle pas de la violence parce que les gens vont m'amener sur le chemin de la violence. C'est important. Je dis qu'on maintient le garçon l'élève avec les coups de poing. Ça veut dire qu'il faut être dur si vous voulez faire de l'homme un enfant. La fille, on l'élève à la cuisine, on éduque la fille à la cuisine. De 0 à 10 ans, monsieur Michel Gadjou, on procède à ce qu'on appelle l'initiation à la connaissance de la cuisine. Donne-moi la spatule, donne-moi la louche, donne-moi la cuillère, ouvre la boîte à condiments, ouvre le feu, allume le feu. Initiation à la connaissance de la cuisine. De 10 à 20 ans, monsieur Michel Gadjou, initiation et composition, monsieur Michel Gadjou, des condiments par repas et initiation à la lessive. Je dis bien de 10 à 20 ans pour la jeune fille. On dit à la jeune fille, maman dit aujourd'hui je prépare le tarot. La fille dit ok maman je pars au marché. Elle va au marché, elle connaît tous les condiments, elle rentre, elle prépare. La fille n'a pas le temps parce que lorsqu'elle rentre des classes, elle est à la cuisine, elle est auprès de maman qui dit ton père m'a mangé ci, ton père m'a mangé ça. Est-ce que tu as lavé tes slips? Est-ce que tu t'es occupé de tes frères? Est-ce que tu as fait? Est-ce que la mère veille, la fille n'a pas une seule seconde pour prendre? De 20 à 30 ans, on enseigne à la jeune fille la gestion du foyer, l'initiation à la sexualité. Donc la gestion du foyer, monsieur Michel Gadjou, c'est là on dit le mois, si voici l'argent du mois. 100 000, 50 000, c'est toi qui gères la nourriture tout ce mois. Je n'entre même pas à la cuisine à partir de 20 ans. Vous avez des foyers dont une jeune fille à 20 ans, elle n'a pas le temps d'entrer à la cuisine, elle ne connaît pas comment gérer la cuisine. Elle ne connaît pas comment disposer les plats. C'est très grave. Elle ne connaît même pas comment servir son propre père, monsieur Michel Gadjou. On en a plein de filles dans ce foyer. Les erreurs des femmes, j'appelle ça l'erreur de la mère de la maison qui n'a pas pris le temps d'éduquer suffisamment sa fille. Donc quand la fille Comment rattraper Charles Hamel quand on prend Monsieur Michel Gadjou, il faut d'abord qu'on dise que ceux qui sont dans cette même erreur comprennent, commencent à comprendre et à se réactiver avant de donner le conseil à la jeune fille. Donc quand la fille sait déjà gérer le foyer, le père n'est plus là, le père se lève un matin, il dit au Yangalek, je veux manger aujourd'hui le mbol. Ça fait combien pour faire le mbol? Elle donne l'argent. Quand tu vois au Yangalek aller au marché, elle dit je prépare pour mon père aujourd'hui. Elle va, elle entre à la cuisine, monsieur Michel Gadjou. Elle prépare. Quand ça va entrer, elle dit ou la mère dit que le condiment, elle dit laisse-moi, je prépare pour mon père. Elle prépare et elle vient s'asseoir à côté quand le père mange pour regarder si son père va faire. Il y a quoi? Et commencer à engueuler son père. Parce que quand une fille sait son père, il commence à faire, tu vas dire que oui, parce que ce n'est pas ta femme qui a préparé. C'est pour ça, vous voyez? Après, il dit que le sel a dépassé. Oui, si le père dit que le sel, il y a un conflit qui naît. Ça, c'est comme ça qu'on prépare la jeune fille à manger avec son mari, 20-30 ans. Et à la gestion de la lessive, elle doit rassembler les habits de ses petits frères ou ses habits. Les enfants uniques n'ont jamais été enfants uniques chez les Bantous. Parce que lorsqu'une femme se retrouve dans l'incapacité d'accoucher, on ramasse les enfants ailleurs dans la famille pour mettre. S'il n'y en a pas, on l'envoie ailleurs pour pouvoir crier. Donc la mère, la fille à 14 ans, elle a pris plaisir. Il faut d'abord se pardonner soi-même. Retrouver son autorité. Ne cherchez pas à sauver l'enfant, vous l'amenez en cure de désintoxication et tout, et vous continuez à maintenir votre lascivité, le même système. Retrouvez votre autorité d'abord auprès des enfants, et c'est quelque chose qu'il faudrait travailler. Bon Bengan Kandji. Et Charles Hamel a peut-être mentionné tout à l'heure la question de l'occidentalisation. Les parents sont-ils un peu trop occidentalisés aujourd'hui au point d'oublier effectivement ce qu'ils incarnent pour les enfants? Absolument. Absolument. Ils sont tellement hybrides. Il y en a même qui me donnent des cours de bantou.
Je l'ai, je vous dis. Et qui, bon, ce n'est pas ça le bantou, c'est pas ceci. Je dis, mais qu'est-ce que vous en savez? Un enfant unique. Il y a un proverbe bassa qui dit Pomi Yombe. Donc, un enfant unique n'est jamais dérouté. Voilà un proverbe bantou. Un enfant unique, garçon ou fille, n'est jamais dérouté. Justement parce que il sait, on lui apprend pour la fille, puisqu'il s'agit de la fille aujourd'hui, qu'elle prend la maison. C'est elle qui a la maison. On commence même à lui inculquer le fait qu'elle risque, qu'elle pourrait même ne pas aller en mariage. Par rapport à cela, justement, et ce monsieur qui a décidé de ne pas avoir deuxième épouse, on regarde au sein de la famille. Quelles sont les mamans qui sont plus vigoureuses que la sienne propre? En fait, c'est là où elle grandit. Ou alors elle passe l'essentiel du temps parce que la maman aussi, ayant une fille unique, peut pas qu'elle se trouve, c'est vrai. Mais vous savez, voilà, les femmes d'aujourd'hui vont vous dire, non, je ne laisse pas mon enfant, personne ne dit que mon enfant a ma place, mais c'est les réalités, non? C'est ça donc l'occidentalisation dont nous condamnons. Maintenant, maman peut légitimement dire, non, mon enfant, mais elle fait ce que Charles a dit. Elle prend les autres enfants qui grandissent. Sa maison. Notamment, cette fille devrait avoir une aînée, une fille aînée. Elle devrait avoir sa grande sœur, quelque part, et un petit frère ou une petite sœur. Oui. Voilà la première formule que les parents ont ratée. Parce que c'est peut-être compréhensible que ma maman ne veuille pas, et tout ça, mais tu laisses la fille être encadrée par sa sœur aînée. C'est ça le problème. Mais ici, c'est l'occidentalisation. Maintenant, on peut récupérer la fille. Il y a des centres d'intoxication, même indigènes. Ah, même indigènes? Même indigènes. Ah, ben dis donc. Je connais plusieurs formules, il y en a. Si ce n'est que ça, même maintenant, désintoxiquer l'enfant et la remettre dans les mêmes conditions. C'est ça qui est gênant. Moi, j'en vois donc ces parents et ceux qui nous écoutent à deux résolutions principales ou alors deux colloques. Il y a un colloque qui s'est tenu au Cameroun. Quand les familles occidentalisées là ont vu elles-mêmes qu'elles ont pris un mauvais chemin. J'ai parlé de toute l'Afrique noire francophone. Et se sont réunis à Yaoundé du 6 au 11 avril 1987. Le colloque La famille en Afrique noire. Ces trucs-là existent. Vous pouvez les trouver au ministère de promotion de la femme et de la famille. Ça existe. Et ces questions ont été abordées? Absolument. C'est la première fois qu'on parle de parenté responsable. Parce que ici, dire à la femme, qu'est-ce que la femme n'aurait pas dû perdre? Qu'est-ce qu'elle n'aurait pas dû laisser faire? Elle est allée espionner son mari. Elle a abandonné les enfants. Voilà la première résolution qui a été prise à Yaoundé en 1987. Donc en lisant cet ouvrage, cette famille peut se retrouver pour des résolutions? Oui, absolument. Et l'autre, et là je vais être plus violent, parce que je vais citer là un occidental lui-même, Jean Ziegler. Il a écrit un livre qui a paru chez Albin Michel en 2008. Le livre, c'est La haine de l'Occident. Allez à la page 17, cet extrait, je cite. L'arrogance de l'Occident l'aveugle. Depuis longtemps, l'Occident ne se rend plus compte du rejet qu'il suscite. Et le Sud répond par une méfiance viscérale. Il regarde comme un schizophrène cet Occident dont la pratique dément constamment les valeurs qu'il proclame. Fin de citation. Donc, en réalité, nous devons dire aux familles africaines qu'elles ont tout dans les mains. La socialisation. La maman, quand elle vient en mariage, c'est une famille qui l'a épousée. Peut-être que la nature a voulu que vous ayez cet enfant unique. Comment socialiser cet enfant? L'école occidentale ne socialise pas. La preuve, vous avez des pratiques malsaines. À cet âge-là, ça devient dangereux. Et cette fille va vous dire à 16, 17 ans que comme je suis lesbienne, là, les droits de l'homme sont montés, sont descendus. Oubliant que là où on parle de mariage pour tous, on n'accepte pas la polygamie là-bas. Donc, comment vous pouvez parier de mariage pour tous, condamner la polygamie, connaître l'homosexualité, prôner le lesbianisme et tout? Voilà où... Ça c'est compliqué, mon Benga. Madame, monsieur, merci à vous, merci à tous de rester présents
c'est un sujet qui est assez réel et qui forcément touche certainement des enfants dans les familles qui nous regardent aujourd'hui, pas seulement au Cameroun, mais pour ceux qui nous regardent à travers l'Afrique aujourd'hui. Prendre conscience de ces réalités et surtout tout faire pour en sortir. Les enfants, c'est très important. Maintenant, responsabilité parentale. Et les enfants qui nous regardent ce matin, y a-t-il pas également une responsabilité autour de ces enfants? Qu'est-ce qu'on vous enseigne dans vos écoles? Qu'est-ce que vous lisez dans vos livres? En tout cas, restez présents, madame, messieurs, on en reparle dans un instant. Et dans un instant, la colère. Je m'interroge ce jour sur la question de la position de l'Église, avec grand E, face aux souffrances des Camerounais. Quelle est l'action institutionnelle de l'Église pour la restructuration du jeu politique au Cameroun? L'Église est-elle vraiment au service de Jésus-Christ, dont l'amour de la vérité et de la justice l'a fait tuer à 33 ans? Point d'interrogation. Voici bientôt une décennie que notre pays, le Cameroun, passe à travers plusieurs situations qui ont contribué à créer un climat social très tendu. Le plus récent est l'événement d'Obala, Dezeka, Sang-Melima. Ces jours, on a eu l'écartèlement d'Ayafor, la décapitation à Mouyouka, les crimes de Ngarbou, le tribalisme à outrance et les revendications politiques. Comment comprendre mieux, analyser le silence de nos guides spirituels qui sont dans les églises et mosquées présentes au Cameroun depuis 1952? Comment comprendre que l'église et les mosquées gardent le silence face à l'injustice ambiante, face à la crise de conscience des populations, face au détournement croissant des deniers publics, face à la montée du tribalisme, des attaques des groupes terroristes? Vers qui iront donc crier les pauvres si les guides spirituels ont pris sur eux de livrer les oppressés à l'oppresseur? Rappelons-nous que l'évêque de Yaoundé, l'archevêque de Yaoundé, avait pris sur lui de livrer les manifestants à la police. Ils ont été régnés par l'évêque, pourtant des chrétiens qui venaient se réfugier sous les ailes de Jésus-Christ de ce côté de la cathédrale. L'église actuelle est loin de l'époque de Monseigneur Albert Ndogmo, qui réussit par un étrange tour de passe, dont lui seul avait le secret, à cacher un eswandier dans l'enceinte de l'évêché de Konsamba. Comment comprendre que les sermons du dimanche soient plats? Pourquoi est-ce que l'Église, dans son ensemble, ne crie pas chaque dimanche que cela ne va pas dans ce pays? Cela ne va pas au Nozo. Pourquoi l'Église n'agit-elle pas? Pourquoi est-ce qu'elle ne marche pas pour les Camerounais qu'on tue, pour nos écoles qu'on brûle, pour nos enseignants qu'on tue, pour vos confrères qui sont assassinés dans cette crise? Même touchée dans son orgueil, elle n'a pas pu crier très fort. Assassinat de Monseigneur Benoît Mbala le 31 mai 2017, dans des circonstances non encore élucidées. Des églises incendiées dans le nord-ouest et sud-ouest, des pasteurs, prêtres et religieux assassinés. Silence total, l'église ne parle pas. On parle là-bas de la politique de l'omerta. Où est cette justice sociale tant prônée par nos églises? Église avec eux, même si illustration nous renvoie parfois chez certains types d'églises ou catégories, permettez-moi. Comment comprendre, mieux interpréter les silences multiformes de l'église dans ce pays? Comment comprendre le fait que ce soit des individus qui se lèvent pour prétexter, pour prétendre, pour défendre, pour décrier parfois certaines situations? Comment comprendre que plus la situation devient critique, plus l'église devient silencieuse, abandonnant de fait le chrétien en proie aux vicissitudes du régime? À quoi sert donc cette proximité avec le gouvernement si elle n'est pas à même de pouvoir lui souffler un mot sur la situation critique que vivent désormais les populations? Comment comprendre que l'Église se retrouve sous l'emprise des cartons spéciaux gracieusement offerts par le régime en place, le marteau des séparatistes et l'enclume de l'armée avec comme point commun la souffrance des populations?
Comment comprendre que l'Église en elle-même soit divisée sur la crise anglophone, par exemple, ce qui rend une médiation plus que difficile. Les évêques francophones ne comprennent pas ce que les évêques anglophones endurent, car ils ont du mal à appréhender la situation parce qu'inféodés au parti-État. Comment comprendre que des évêques camerounais, notamment ceux de Douala et ceux de Yaoundé, aient des avis aussi contrastés sur la situation en cours? Comment comprendre que l'Église renvoie aux yeux des Camerounais qui souffrent l'image de fonctionnaires corrompus avec les évêques qui sont les plus administrateurs que pasteurs et prophètes dépendant des directives romaines et craintifs de prendre des initiatives autonomes répondant aux réalités locales? Comment comprendre que face aux douleurs des citoyens chrétiens, l'Église camerounaise soit timide, peureuse, embrouillée, désincarnée avec une faible incidence sur la réalité sociale? Comment comprendre que les apôtres de Jésus aient abandonné la lutte contre les injustices, la corruption, le clientélisme, le népotisme, l'esprit courtisan vis-à-vis des puissants, mots qui minent, qui existent même parmi les évêques et les prêtres? Comment comprendre que cette Église, aujourd'hui, préfère aller prier pour les riches, les pauvres, abandonnés à eux tout seuls? Rappelons-nous de l'indignation du père Ludovic Lado, qui, le 21 novembre 2011, dans une lettre ouverte aux évêques du Cameroun, décriait déjà en ces termes. Vous voilà, je cite, au lendemain des résultats de la présidentielle, dans les couloirs du palais de l'Unité, pour célébrer la victoire. La victoire d'un système injuste sur la soif de justice du peuple camerounais, mais la cerise sur le gâteau aura été la célébration œcuménique à la cathédrale de Yaoundé au lendemain de la prestation de serment. Que cherchez-vous? Qu'allez-vous voir? Point d'interrogation. Entre-temps, le peuple se meurt. Le peuple qui cotise chaque jour, le peuple qui se prive, qui n'a pas d'eau, qui n'a pas de lumière. Mais à l'église, on dit stop, bouche cousue, on protège. Priez pour César, car il est écrit dans la Bible, donnez à César ce qui appartient à César. Bravo César, avec César, ceux qui vont mourir te saluent. Madame, Monsieur, à la colère justement exprimée ce matin par Charles Amen Bachou, colère justifiée également sur ce qu'il a baptisé ce matin, la question du silence coupable de l'Église face à la souffrance bien sûr du peuple camerounais. J'aimerais ce matin vous confier ceci, c'est la nouvelle expression de ce matin. Et dans l'article de la nouvelle expression, il y a une page, bien sûr, dédiée à Monseigneur Ndormo, tribalisme, témoignage de Monseigneur Ndormo. Je vous propose, madame, messieurs, d'aller, bien sûr, vous l'arracher, cette sortie de Monseigneur Ndormo. Vous lirez pour mieux comprendre la question, la manipulation qui se gère autour du tribalisme au Cameroun et la sortie, l'accusation qui avait été faite, bien sûr, de son temps à Monseigneur Ndormo, qui, quand le prélat demandait à l'État du Cameroun d'enquêter sur son prétendu projet de suprématie bamileke en vain. Et c'est bien sûr à retrouver dans un ouvrage baptisé Peuple noir africain, édition numéro 55, 56, 57, aux pages 107 et 110. Nouvelle expression ce matin, madame, messieurs. Allez vous l'arracher. Je viens rapidement avec vous, Bonbon Bengan, sur cette question qui peut être difficile à comprendre pour les Camerounais et même pour les Africains qui nous regardent ce matin. Comment justifier en réalité le silence complice de l'Église quand le peuple en réalité, qui ne demande qu'à avoir des satisfactions, l'Église se tait et vit les souffrances du peuple? C'est le cas au Cameroun d'ailleurs. Oui, mais il faut comprendre ça sous deux prismes. Le premier, l'Église a toujours été dans une collusion incestueuse avec le pouvoir au Cameroun. Je répète, l'Église a toujours été dans une collusion incestueuse avec le pouvoir au Cameroun. Donc c'est le contraire qui aurait surpris. C'est le contraire qui aurait surpris. La deuxième chose, c'est que l'Église, j'ai vu dernièrement la sortie du président de la conférence nationale épiscopale du Cameroun, Monseigneur Comé. Mais bon, je veux dire, là, l'Église commence à se détacher de la camisole, à sortir des camisoles du pouvoir politique. Ça n'a pas commencé avec lui. Vous avez cité Monseigneur Ndormo, ça avait commencé
dans les années 50, lorsque les prêtres africains et camerounais, en l'occurrence, avaient écrit une lettre qui a paru à l'époque chez Présence africaine, les prêtres noirs s'interrogent. Donc, ils s'interrogeaient sur un certain nombre de problématiques, parmi lesquelles la problématique politique. Mais ces prêtres-là avaient été mis en quarantaine. Ceux qui osaient lever la voix étaient... En fait, les voix étaient, j'allais dire, confidentielles, c'est-à-dire n'étaient pas entendues. Vous avez vu dernièrement, en 91, lorsque Christian Toumi commence à parler, on le taxe d'anglobamie, on le taxe de soutenir des Social Democratic Front, d'opposants, cet opposant de Douala, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, d'abord, même avec les multiples assassinats des hommes de Dieu, des hommes dits de Dieu, moi je les appelle les hommes d'église, vous n'avez jamais entendu l'église pousser le pouvoir à avoir des comptes. Oui, tout à fait. L'église ne peut pas embarrasser le pouvoir. Est-ce qu'elle ne peut pas embarrasser parce qu'elle manque elle ne veut pas embarrasser le pouvoir. Très bien. Parce que c'est quand même l'église catholique romaine, pour parler d'elle, où les prêtres, lors des premières grèves organisées par les cheminots en 1945, ils étaient à la cathédrale, on disait Saint-Pierre et Paul, je pense qu'ils portent encore ce nom aujourd'hui. Et là, il tirait sur les manifestants. Il dit bien les prêtres de l'église. Vous voyez, et cette église-là condamne Nobel, et en entièreté, où lui il était protestant, il est condamné par les catholiques et les protestants relayent. Donc il existe une collusion qui existe aujourd'hui. Donc l'église n'est pas... Et il a sorti une lettre, il a dit, il s'interrogeait, religion ou colonialisme. Il expliquait un certain nombre de choses où l'église devait être du côté des pauvres. Mais l'église au Cameroun n'a pas fait comme sa sœur en Amérique latine, où on parle de théologie de la libération, où là-bas, l'église s'est rangée du côté du peuple, du côté des opprimés, pour créer ce qu'on appelle la théologie de la libération. Les maîtres penseurs là-bas étaient les Dom Elder Camara, les Gustavo Gutiérrez. Donc, vous les lisez, les prêtres au Cameroun et les pasteurs se rendent compte que peut-être ceux de l'Amérique latine avaient perdu le nord. Or, c'est eux qui étaient dans l'orientation même de la parole de Jésus, que je ne connais pas trop, mais de la vie de ceux qui les fréquentent, c'est comme ça. Si on veut bien contextualiser Mbon Bengal, nous sommes au Cameroun. Il y a un peuple camerounais qui est en permanence, on va dire, en lien direct avec ces églises. Pas seulement l'église catholique romaine, il y a le protestantisme, il y a les églises dites réveillées, il y a l'islam également, avec ses mosquées. Alors, comment expliquer que dans l'entièreté, effectivement, ces pasteurs, ces muezzins, que tous ne s'expriment pas sur les problèmes importants et fondamentaux du moment? Parce qu'il y a une pratique qu'on ne rend pas généralement publique. À chaque fin d'année, le pouvoir politique à Yaoundé donne non pas seulement des cartons, des émoluments, un appui financier aux dirigeants de toutes les églises. Je ne dis pas que c'est la corruption, mais je dis qu'ils donnent, on les donne un certain nombre. Donc en fait, on maintient le statu quo du genre ni paix ni guerre. Donc restons dans un gentleman agreement, ils trouvent un gentleman agreement et ils vivent avec. On le sait bien, il y a des émolutions qui sont envoyés au cardinal chaque année, aux évêques du Cameroun chaque année. Voilà. Aux archevêques également chaque année. Il en est de même de l'église, de l'islam et des églises protestantes. Donc en fait, on n'est pas là, on vous dit. On achète vos consciences. Non, on achète vos consciences. Mais on dit aux ouailles surtout. Aux ouailles, pourquoi les ouailles ne se lèvent pas? C'est pour cette raison que certains prêtres comme Jean-Marc est là. Lui, il n'a jamais enseigné dans un séminaire catholique. On l'avait mis complètement de côté. Parce qu'il avait sorti des livres du genre Le cri de l'homme africain. Parce qu'il a été allé jusqu'à proposer même qu'on peut faire la communion avec le mil et le sorgho. Et que le blé qui nous vient de l'Occident était un vaste marché pour enrichir les fermiers à l'Occident. On l'a mis de côté. Et que même le vin de messe pouvait être
j'allais dire, on pouvait utiliser n'importe quel type de boisson pour montrer que ce n'est que la symbolique du corps et du sang de Christ. Mais on l'a mis de côté. Donc, l'Église est dans une collusion incestueuse avec le pouvoir. C'est pour ça qu'elle va abandonner ses ouailles au carrefour pour s'acoquiner avec ceux qui les oppriment. Et c'est bien grave quand même ce que vous dites, Moran Bengan, sachant que nous sommes des millions au Cameroun, notamment à nous y rendre tous les dimanches dans ces chapelles. Le vœu n'était pas l'heure de ne pas y aller, parce que c'est une question de foi, et à chacun justement sa foi, mais tentez quand même de comprendre. Non. Justement, c'est là où c'est mauvais. L'Africain, la croyance en Afrique est scientifique. On peut démontrer qui est Dieu, qu'est-ce qu'est Dieu, pourquoi on croit. Mais là-bas, on vous dit, ne réfléchissez pas. Et vous dites, moi je vous dis, n'allez pas là-bas. Puisqu'on vous empêche de réfléchir. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Voilà, alors on est servi d'abrutissement. Oui, ça a commencé en 1492, ce que vous dites là. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Oui, je veux dire, le développement des habitudes de supériorité de l'Occident ont commencé à cette période-là où on vous amenait à ne pas réfléchir beaucoup, et ainsi de suite, pour vous endoctriner. C'est pour ça qu'on a fait là une floraison d'églises de réveil aujourd'hui. Un jour, je posais la question justement à un prêtre, on va peut-être pas le citer, lui demandant, mais avant que l'église ne vienne en Afrique, est-ce que nous n'avions pas des dieux? J'étais très jeune garçon, servant de messe, il m'a dit à l'époque, ne pose plus jamais cette question. Voilà. On peut bien comprendre. L'église aujourd'hui, madame, monsieur, quelle appréciation en faites-vous véritablement? Comment regardez-vous l'église et la collusion, comme l'a très bien dit Moran Bengan, avec le politique aujourd'hui? Le peuple camerounais ou les peuples africains prennent-ils conscience réellement de la place qu'occupe l'église dans les enjeux de socialisation actuels? Quel regard vous en faites? Quelle analyse vous en faites, madame, monsieur? Nous vous lirons dans un instant. Restez avec nous sur Equinox Télévision. Et au pays, à travers justement notre antenne et l'actualité réellement restituée avec les vérités bien évidemment du Cameroun. Et dans un instant, il y a un moment effectivement nous parlions de cette question concernant la question du silence coupable de l'Église face à la souffrance bien sûr du peuple camerounais. On va lire vos messages dans un instant, mais avant de les lire quand même, essayons de comprendre l'appréciation de Karine Sontia sur cette question ce matin. Karine. J'aimerais reprendre avec vous une citation tirée du livre d'Achille Bembe qui me parle beaucoup ce matin. Un homme prétendant soutenir la colonisation, prétendant parler au nom de Dieu, ne peut pas soutenir la colonisation sans se rendre coupable de trahison morale. Et quand je lis cette phrase et qu'on parle de colonisation, je me rends compte que on pourrait remplacer colonisation par corruption. On pourrait remplacer le terme colonisation par guerre, génocide. On pourrait remplacer colonisation, par exemple, par non-respect de ses paroles, par exemple. Et ce soutien-là peut aussi être intégré par le silence que vous venez d'évoquer. Parce que qui ne dit mot consent. Silence complice. Si les gens souffrent et que l'Église ne parle pas, ça veut dire que l'Église a souscrit volontaire à la souffrance des peuples. Si les gens sont tués et que l'Église reste silencieuse, ça veut dire que l'Église a souscrit à ce que les gens, c'est normal que les gens meurent. D'ailleurs, nous sommes appelés tous à mourir. Il y en a maintenant qui doivent mourir avant les autres. Lorsque j'ai dit ceci, je me rappelle, je rentre dans le livre Responsabilité du chrétien face à l'injustice, témoignage d'espoir dans un monde souffrant de Gary Auguste, qui m'intéresse aussi ce matin. Et je me rends compte qu'on donne une grande responsabilité à l'homme de Dieu. Je dis une grande responsabilité. En fait, c'est sur lui-même que se pose l'univers entier, les nations entières. Que se poseraient les nations entières. Parce que c'est lui qui enseigne l'acceptation de l'autre, c'est lui qui enseigne le respect de l'autre, c'est lui qui enseigne les 10 commandements sur lesquels sont basées toutes les lois qui existent dans le monde. Par exemple, si je parle notamment des chrétiens, c'est notamment l'homme de Dieu qui est capable d'enseigner aux uns et aux autres que il n'est pas normal que dans un peuple, il y ait plus de pauvres que de riches. Ce n'est pas normal. Oui. Mais Karine, j'en ris parce que... En fait, c'est ce qu'ils doivent enseigner. Heureux les pauvres, quand ils verront le royaume de Dieu.
Il est plus facile à un pauvre de passer par le trou d'une aiguille qu'un chameau de... Justement, j'aimerais encore qu'on parle de ces pauvres-là. Parce qu'on nous dit que Dieu n'est pas venu sur la terre pour les riches et les justes. Il est venu pour les pauvres. Et qui doit enseigner ça? Ça ne veut pas dire que parce que vous êtes pauvre, vous n'avez pas le droit. Non, mais à l'église, on nous a enseigné que non, quand on parle de pauvre, c'est pas le pauvre qui a un problème matériel. Voilà. C'est le pauvre justement en esprit. Spirituel. C'est le pauvre spirituellement. Est-ce que c'est pas justement des entourloupes qui n'ont fait qu'endormir? Je vais rester dans l'actualité pour rappeler aux gens ce qui m'a quand même marqué. Parce qu'on est en train de parler, on parle beaucoup de politique et le sujet de ce jour nous renvoie à la politique. Toute la semaine dernière, c'est-à-dire que de vendredi de la semaine d'avant, de jeudi de la semaine surpassée, de mercredi à mardi de la semaine dernière, il y a eu une grosse campagne médiatique de propagande sur les médias, certains médias camerounais. Non, dit sur le média national, le poste national. Pas seulement, il y a eu d'autres médias qui ont souscrit à ça et qui utilisaient notamment l'église avec grand E, c'est-à-dire que l'église, les musulmans, l'église islamique et les protestants et les catholiques et tout ce qui va avec. Mais je peux vous dire, ce qui était dans les thématiques, l'église tout entière dit non à l'insurrection. La paroisse telle a fait une réunion générale pour dire non à ce qu'un certain parti politique prétendant avoir gagné l'élection en 2018 veut monter une insurrection au Cameroun. Dans le Grand Nord, tous les imams sont assis et disent non à machin. Donc, quand vous écoutiez tout ce que ça disait, vous aviez l'impression qu'en fait, le Cameroun devait prendre feu. Donc, l'église est en train de dire aux gens que, en fait, ne vous battez pas pour votre lendemain, restez chez vous parce que le Cameroun va prendre feu. C'est justement ce qu'on peut dénoter. C'est ce qu'on peut dénoter lorsqu'on écoutait tout cela. Je vous dis qu'il y avait une certaine exagération, même quand on interviewait ces hommes de Dieu, entre guillemets, mais les avis étaient plutôt personnels que croyants. Conscience achetée ou pas, Karine? Je ne veux pas savoir si on a acheté leur conscience. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le pan sur lequel ils se placent. Oui. Parce que de toutes les façons, on ne peut pas dire qu'ils défendent le peuple parce que l'église existe parce qu'il y a des pauvres. Si tout le monde était riche, je vous assure, personne ne partira à l'église. Parce qu'on ne voit pas l'intérêt. Et on voit pas l'intérêt. À ce que vous dites, j'ai envie de dire, et d'ailleurs on a eu à l'évoquer sur ce plateau à maintes reprises, si nous sommes 1 million de chrétiens, nous sommes censés aller à l'église tous les dimanches et mettre dans le panier de l'église 100 francs. Dans l'un des paniers? Non, dans le panier, disons, chaque chrétien ou bien chaque fidèle vient mettre 100 francs. Et que nous sommes 1 million, ça fait 100 millions de francs le dimanche. Pour un seul dimanche. Alors nous avons, pour une semaine, donc disons, prenons la généralité, 1 million de personnes sont allées à l'église au Cameroun ce dimanche. Dans chaque église, ils ont donné 100 francs. Ça fait 100 millions. L'année a 52 semaines. Ça fait combien? Est-ce que sur cette base-là, justement, Dominique Audrey, le peuple ne peut pas se rendre compte que l'église qui est complice, justement, à travers son silence, ne peut pas sanctionner l'église en disant « je ne mets plus rien là-bas » ? Non. C'est aussi c'est une sorte de média où on peut véhiculer un message. Donc il faut payer la communication également là-bas. Du moins, c'est l'interprétation que je me fais. Mais attendez, je le dis ici, nous le disons ici. Je ne comprends pas. Pour qu'on fasse une messe d'action de grâce, vous payez. Oui. Pour qu'on lise une messe de requiem, vous payez. Pour que vous mariez, vous payez. Pour que vous ayez un baptême, vous payez. Et quand vous avez un baptême, on vous impose, on vous dit, vous payez le dernier culte de l'enfant, vous payez son parent ou sa marraine, vous payez, les parents doivent payer. Mais il y a les quêtes de construction. La confirmation. La confirmation doit être payée. Non, la confirmation, il y a le fonds qu'on paye à l'église et le fonds qu'on paye à l'évêque. Alors est-ce que le chrétien, est-ce que le Camerounais, est-ce que le fidèle, est-ce que le peuple se rendant compte de cette réalité ne peut pas dire nous aussi, peuple, nous décidons de tourner le dos à l'église parce que l'église est complice justement de ce qui se passe sur le dos du peuple camerounais? Non, ils ne peuvent malheureusement pas.
Pourquoi il y a là-bas des cerveaux? Aujourd'hui, on est en train de vous traiter de démons, de diables, de possédés et tout ça, à cause de ce que vous êtes en train de dire. Ils ne pourront pas. Jomo Kenyatta l'a dit à son époque, lorsque les Blancs sont arrivés, nous avions les terres, ils avaient la Bible. Ils nous ont demandé de fermer les yeux et ils nous ont appris à prier les yeux fermés. Lorsqu'on a ouvert les yeux, ils avaient nos terres et nous, on avait la Bible. C'est suffisamment parleur pour dire ce que les Africains en général ont comme patrimoine. L'Église, à travers son rôle social, est censée lutter pour la vérité, pour la liberté et pour la justice. Aujourd'hui, notre pays connaît le chômage. On a des guerres, entre guillemets, on a des enfants qui meurent, on a tellement de fléaux sociaux dans notre société et c'est bizarre et incongru et incompréhensible même que l'Église, à travers son rôle social, ne se prononce pas. Où est-ce que l'Église est passée lorsque notre jeune sœur a perdu ses enfants à l'hôpital? Pourquoi est-ce que l'Église n'a pas parlé? Par exemple, moi je les appelle des animateurs. Ce sont tous des animateurs qui maîtrisent l'art de s'exprimer. Ils manient très bien la langue et ils jouent sur le mental et le moral des Camerounais qui sont faibles, qui sont affaiblis de par tous les mots que j'ai cités précédemment, chômage, solitude, problèmes de santé et autres. Vous vous attendez à quoi venant de ce genre de personnes qui, même à travers la mort de l'un des leurs, n'a rien fait? Vous parlez bien sûr de Monseigneur Mbala. Voilà, oui. On a tempêté là, dès le départ, les premières semaines, et tout, bof. C'est fini, c'est passé, basta. On ne parle plus de lui, c'est aux oubliettes. Mais il n'y a pas que l'Église catholique, hein. Il y a les protestants, il y a les musulmans, vous les entendez? Justement, prenons même les églises de réveil. Combien de Camerounaises ont disparu parce qu'elles sont allées dans des pèlerinages? Combien de leurs fidèles sont allés en conserver les corps chez eux? Est-ce que vous les avez entendus parler? Où est l'Église ici? C'est un petit pays dans un pays où chacun fait ce qu'il a envie de faire. Il fait comme bon lui semble là-bas et personne ne dit rien parce que d'un côté comme de l'autre, chacun trouve son compte. Regardez l'intensification des combats ou bien de la violence au niveau du Nozo. Vous les entendez parler? C'est simplement de la figuration. Lorsqu'on a fini de prêcher dimanche à l'église, vraiment la paix, l'amour, la solidarité et machin et ceci, sur le terrain on fait quoi? Parce qu'à l'église on nous dit il faut prêcher par l'exemple. Lorsque vous rentrez chez vous, dites bonjour à votre voisin. Il faut apprendre à demander pardon même si vous avez raison. Même si vous avez raison et que votre voisin vous a fait n'importe quoi. Acceptez de demander pardon, humiliez-vous, rabaissez-vous comme le Seigneur Jésus l'a fait en donnant sa vie pour vous. Mais vous, donc les prêtres et pasteurs et tout ce que vous voulez qui prêchez, comment est-ce que vous vous comportez face à ces... Si on va même voir combien de nos frères qui viennent du Nozo ont été dans des églises là-bas, qu'ont fait leurs pasteurs? Mais que font justement l'église? On va peut-être dire que quelques-uns. Il y a l'évêque de Kumbo qui s'est exprimé pendant les exactions commises par l'armée du Cameroun avec Angarbou. On l'a entendu, mais Michel, on l'a entendu une fois, mais il s'est tué. Écoutez ce que je dis. Il s'est simplement exprimé. Qu'est-ce qu'il a fait? Je suis pasteur. Vous attendez quoi, les actions? Bien sûr. Vous voulez voir les prêtres marcher au Cameroun? Vous connaissez les martyrs de l'église? Ah, il y en a? L'histoire raconte qu'il y a eu des martyrs. Vous savez qu'il y a trop de manipulation dans cette histoire. Non, les martyrs. Il y en a eu qui sont morts pour la foi. Parce qu'ils disaient, on croit en Dieu, on aime Dieu, on suit Dieu, et ils sont morts pour ça. Mais en une seconde, ils n'y croient pas. Qui n'y croit pas? Les dirigeants de l'église savent eux-mêmes qu'il n'y a pas Dieu là-bas. Oh, bon. Non, mais ils le savent. Ils savent mieux que nous. Par exemple, que le pape, pour parler, c'est le pape qui est, je veux dire, l'église catholique romaine, qui est la mère des autres églises chrétiennes ici. Ils savent bien que l'église catholique romaine fait les affaires. Et pour bien intégrer les arcanes de cette église, il faut faire les affaires. Celui qu'on appelait Tommaso pour Antuteli, c'est lui qui a eu le nom de pape Nicolas V. C'est lui qui a instruit à travers la bulle papale l'esclavage. C'était le 8 janvier 1454. Ils savent ça. Ils savent c'est l'église. Quand vous instaurez l'église, pourquoi l'église vient dire
il faut mettre l'esclavage parce que pour l'Église dite de Dieu, le noir n'a pas une âme. Le noir n'a pas d'âme. Quand le Nicolas V fait donc ça, bon, il était mort en 57 au point où c'est le pape Pie II qui est venu accueillir les premiers esclaves à la cathédrale de Paris qui a pris feu dernièrement. Et vous avez vu comment l'établissement politique mondial s'est mobilisé pour reconstruire la cathédrale Notre-Dame de Paris. Alors qu'on sait qu'il y a plein d'Africains qui meurent tous les jours dans la Méditerranée. Je veux dire, même les chefs d'État africains, même les chefs d'État africains qui peuvent faire la bec à bec au FMI, ont pris l'argent et ont envoyé pour la construction d'une cathédrale à Paris. Dominique, vous le citez rapidement. Oui, dans cette église, on nous prône l'encadrement de la veuve, de l'orphelin et tout. Aujourd'hui, au nord là-bas, avec Boko Haram, on a des veuves, des orphelins et des démunis, des handicapés. On a également ici au Nozo des veuves et tout. Donc, pour cette rentrée scolaire, on aimerait bien voir comment l'Église va se mobiliser pour prendre justement... En charge, vous avez fait les comptes, par exemple. Je suppose qu'en 2 messes, on peut avoir ça dans une église. Non, c'est un exemple. L'Église catholique romaine a seul 5 millions de fidèles au Cameroun. Seul. On est parti à base d'1 million par dimanche. Voilà. Mais donc, on peut donc... Oui, alors, ils ont des écoles aussi. Je voudrais, cher Lamé, justement, pour qu'on sorte véritablement de ce sujet-là, comprendre. Il y a des fidèles aujourd'hui qui sont frustrés par l'Église. Il y a des Camerounais ou même des Africains frustrés par l'Église, dans la généralité. Alors, comment rétablir l'équilibre entre le politique, l'Église et le fidèle, précisément? Parce que moi, fidèle, je ne donnerais plus 5 francs. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait? Monsieur Michel Ngachou, au Cameroun particulièrement, je ne sais pas ce qui se passe ailleurs, nous sommes retournés à l'époque du Moyen-Âge. L'époque du Moyen-Âge où, après l'État, venait l'Église. Ou si vous voulez, l'Église est un sous-groupe très important dans la gestion des affaires de la cité, de la République, de l'État. Donc, c'est un bras sur lequel s'appuie l'État pour pouvoir paupériser convenablement. Je vais vous prendre des exemples. Citez-moi une église qui a déjà qui a récolté, qui a fait la collecte du dimanche et qui a fait un forage. Aucune. Ce sont les chrétiens qui... J'ai dit qu'il a fait un forage, je vous dis qu'il a récupéré, qu'il a fait un forage. Quand vous posez la question... Je vous pose... Quand vous posez la question sur la même, avec votre permission, je vous en prie. Vraiment, on va peut-être dire que... Avec votre permission, moi j'assiste à une messe un soir, à la chapelle Christ-Roi de Tinga, où on fait quoi? On fait une collecte justement de ce qu'on appelle la fête des récoltes. Et il faut justement préciser que la fête des récoltes, à un moment donné, nous on a grandi dans l'église, nous ne connaissions pas la fête des récoltes. Et nous, nous rendons compte que la fête des récoltes est beaucoup plus à l'église, c'était chez les protestants. Et tout de suite, l'église catholique a adopté. Moi, j'étais dépassé de voir le prêtre se lever et dire, c'est quoi votre fête des récoltes? Donnez ici. Test élève, je vais vous donner 4 sacs de ciment, je vais vous donner 10 000, je vais vous donner... Mais à un moment donné, vous vous demandez, mais on vit dans quel monde? Alors, à ce qu'on donne à Dieu, on en fait la promo. Monsieur Michel Ngachou, j'en viens à cela pour vous dire que si vous n'avez déjà pas vu construire ne serait-ce qu'un forage pour donner ce qui est le plus gratuit, le plus précieux de Dieu, l'eau. Alors, vous vous rendez compte que l'Église s'est retirée, s'est désengagée de sa responsabilité dans l'engagement social. Premier point. L'Église aujourd'hui, c'est elle qui demande. Dans toutes les églises, on a changé, ça fait 1 mois, on a changé les textes et les versets. Depuis qu'on a annoncé la marche du 22, on a changé les textes et les versets. On a pris des textes qui renvoient à la pauvreté, l'acceptation de sa situation dans le Christ, l'élévation, la recherche du paradis plutôt que des biens de la terre. Je le dis, il nous regarde. Depuis l'annonce des marches, je le dis, il nous regarde, monsieur Michel Ngachou. Avec ces gestures-là? Oui, nous, il nous regarde. Ou, pendant tous les dimanches, on dit, élevez-vous, c'est le temps où le Seigneur vous appelle. Allez à la conquête, le paradis n'est plus loin de vous. Priez, ayez la foi. Vous vous rendez compte? J'ai fait le tour des églises dimanche.
Ça fait mal. J'ai fait le tour des églises ce dimanche. Je m'attendais à ce que l'église se prononce, Monsieur Michel Ngachou, sur la question des interpellés, la condition des droits de l'homme, parce que dans ces églises vont des commissaires, des procureurs, des magistrats, des ministres qui vont dans ces différents cultes. Je m'attendais à ce que le langage soit différent, mais que non. Je n'ai pas envie de citer même ceux qui sont impliqués dans l'église, mais que non, Monsieur Michel Ngachou, quand l'heure de l'ascension arrive, c'est ce prêtre qui l'a dit dimanche. Quand l'heure de l'ascension arrive, il faut purger sa sanction comme Jésus qui avait traversé le désert. 42 jours. Cette église se reconnaît. J'ai applaudi et le prêtre a dit, je m'interroge. Je suis ressorti. Le prêtre a lâché, je m'interroge, je suis ressorti de l'église. Je vous le dis, il se reconnaît. Je vous le dis, monsieur Michel Ngachou, et je disais mal. Je disais mal. Parce que voyez-vous jusqu'où on veut dire à ces mamans qui sont venues à l'église rechercher la paix, que quand l'heure de l'ascension arrive, qu'on peut accepter cela comme Jésus et cette humiliation dans le désert. L'église, il n'y a pas de charité à l'église, machallah. Alors, non. Non, il n'y a pas de charité. Je suis un blessé de guerre. Maman a passé toute sa vie à l'église. Christ Watinga, choriste reconnu, chanté toute sa vie, c'était là-bas. Quand maman décède, moi, fils de maman, je m'arrange justement à tout faire pour qu'on fasse la messe de maman, normalement. Monsieur Ngachou a payé 200 000 francs. 200 000. Alors vous vous demandez que, mais finalement... Le business de la foi. Non, mais c'est fou. Il faut qu'on arrête à un moment donné. Donc, il faudrait se... Arrêtez quoi? Non, mais non, c'est avec ça que vous allez faire des affaires là-bas. Vous avez vu la méthode avec laquelle je suis passé au Kambopi, monsieur Michel Ngachou. J'étais à Bonanjo. J'ai vu comment ces gars sont entassés dans la cour, il pleut sur eux, il fait soleil sur eux, ils sont couchés. Tous les interpellés le matin doivent se lever en chantant l'hymne à la gloire. Je m'attendais que dans les églises, que mon Seigneur Abraham commet, qui a incité, parce qu'il fait partie des incitateurs qui ont dit le peuple doit prendre ses responsabilités. Non, c'est une accusation. Je ne peux il a fait de son point de vue. Oui, il a donné son point de vue. Peut-être pas incité. Je retiens en toute humilité, monsieur Michel Ngachou, ses propos, mais je dis, lui, on s'attendait à ce qu'il fasse aussi une sortie. Et que c'est sorti en disant, le peuple qui a marché ne devrait pas être interpellé parce que les voix du Seigneur sont insondables, parce que, on aurait dû voir dans ces différentes marches, dans ces revendications, ces différents prêtres qui descendent. Donc, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, l'église allait désormais s'installer à Tanga-Nord. L'église ne réside plus à Tanga Sud. L'église est allée s'installer à Tanga Nord, où ils vivent, ils mangent bien, ils savent que demain, ils mourront. Donc l'église a tourné le dos, et aujourd'hui, les Camerounais devraient comprendre que les silences, c'est comme en RDC. Vous avez vu en République démocratique du Congo, l'église a pris fait et cause des populations à telle enseigne que c'était Kabila Bombo qui avait dit « Je reconnais que j'ai un seul parti d'opposition dans ce pays, c'est l'église catholique ». Merci beaucoup Charles Hamel, mais je voudrais également, au temps de finir, dire aux Camerounais, regardons bien les pensions aujourd'hui dans les établissements laïcs. C'est-à-dire, je dis quand on va au collège, bon, je ne vais pas citer les noms, on pourra me dire, mais on les connaît. Allez voir les coûts des pensions. La pension là-bas, allez à l'université catholique d'Afrique centrale. Allez demander le montant de la pension. Alors vous me dites que Dieu est dedans? Je vous ai raconté l'histoire de ce monsieur. Vous me dites que ça va là-bas? Je vous ai raconté la charité finalement est où? Dans l'optique de la création de l'université catholique, il y a un monsieur, je vais taire son nom, qui, lors des cotisations, parce qu'on demandait à l'église, les bienfaiteurs qui devaient aider à la construction de l'église, il avait donné monsieur Michel Ngachou pas moins de 10 millions. Pour la construction, c'était son œuvre. Quand ses enfants, son premier fils notamment arrivé en âge, il s'est rapproché de l'archevêché, par là où il avait fait son don en disant, moi, mon fils qui a eu, on lui a répondu avec les yeux secs et blancs comme le poisson frit, que monsieur, votre enfant va composer, et s'il obtient, vous allez payer l'argent que vous avez. La contribution, elle émanait, c'est une volonté que vous allez vous plier. Allez. Le type a fait demi-tour, il est venu pleurer au quartier. Allez bien savoir qui est Michel Ngachou Banganté, pasteur, oui, catéchiste de son temps, qui a partagé les textes, ne peut plus rien avoir aujourd'hui. Et l'église en a pris justement, fait cause. Non,
L'église a très vite fait le demande de... un procès, là, Non, je vous dis... Parce que nous demandons à l'église d'être proche des Charles populations. Quand il n'y a pas d'eau, que ce soit allez à Banekane par Banganti. Justement, je le dis. Il y a l'école catholique là-bas. Allez voir les conditions dans lesquelles les enfants s'asseyent sur les bancs. À Banekane. Faites dire pas non. Mais j'estime que c'est dans un quartier. C'est une église et c'est confessionnel. Monsieur Michel Gachou, tous ces directeurs vont dans des églises. Vous êtes dans une paroisse où depuis il y a des gens qui souffrent, qui n'ont pas la possibilité d'avoir de l'eau. Ils ont accès à tous les ministères. Quel ministre va se fermer à la demande de réception, d'audience d'un archevêque, d'un évêque ou d'un prêtre? Allez dire que nous souffrons, nous avons besoin. Vous avez des personnes qu'on a arrêtées, je dis pour cette marche, on a des personnes qu'on a arrêtées devant leur barrière qui n'ont pas marché, devant le portail, l'enfant qui devant le portail, il guettait. On a attrapé le portail. Ah, l'enfant devant le portail. Où est l'église? L'église devant aller en disant c'est mon fidèle. Malheureusement. Je connais cette personne et je réponds de lui, libérez-le, il n'est en rien. Mais l'église, elle est où? Elle est très loin. C'est une affaire de business. L'église est absente et tous les dimanches, il vient raconter quoi? Cotiser? Merci beaucoup. La question bien sûr du silence coupable de l'église face à la souffrance du peuple camerounais. Madame, Monsieur, quelle analyse en faire ce matin? Mais vos messages, on les prend rapidement avec Karine Santia. Le temps de vous lire, surtout le temps de vous comprendre. Oui. Monsieur Ngachou, Dieu est gourmand. Il a besoin de beaucoup d'argent pour son déjeuner, son repas de midi, son repas du soir, sans oublier son moyen de transport, ses hobbies, ses amours, banquer un peu plus souvent. Dieu a la boulimie de la richesse. Peter Aaron. Chaque dimanche, les gens cotisent dans les églises. Jamais ils n'ont pris en charge les veuves qui souffrent. Même pas un forage. Au contraire, ils ouvrent des écoles super chères. Sortez des églises, on vous abrutit. Tata Jo. Charles a bien raison, car telle a été mon éducation. Net comme il raconte, j'avais 3 places dans la maison, cuisine, chambre et salle d'études. Sandra Fokam Nono. Un autre message, vous avez encore associé l'église à vos marches. Maintenant, vous voulez leur secours? Non, c'est l'église qui a demandé aux populations de se libérer, de sortir du joug et de prendre son destin en main. Sauf que lorsque le peuple a voulu, il n'y avait plus de guide spirituel. Ils ont dit, allez, non, priez, on va prier pour vous. Pendant que les gars priaient, il y a certains qui sont fait interpeller. L'église, elle est où en ce moment? Pourquoi est-ce que Monseigneur Abraham, comment n'a-t-il plus fait de sortir pour dire X ou pour dire Y? Ça rejoint dans ce que Bambok disait, que finalement, l'église entretient une relation incestueuse très profonde avec le système en place. Ne donnez plus vos richesses à l'église. Les parents d'aujourd'hui n'ont plus assez de temps pour suivre les enfants. Les parents courent après l'argent et c'est dommage. Béatrice Jossi, c'est par rapport à l'histoire de ce bâtard. Les réalités qu'on rencontre aujourd'hui fait que lorsqu'on est en couple et qu'on est deux, il faudrait qu'on conjugue les efforts. Et généralement et malheureusement, c'est au péril de ces enfants-là. Donc c'est pour ça que dès le bas âge, il faut apprendre un certain nombre de choses à l'enfant, rendre l'enfant responsable très tôt pour qu'il comprenne que si maman ou papa n'est pas là, n'importe quel âge, très tôt, dès que l'enfant commence à entrer dans l'âge où il peut comprendre les choses, savoir que ici je ne touche pas, là-bas je peux toucher, je dois porter les babouches, je dois dresser le lit, commencer à apprendre à l'enfant que maman peut ne pas être là. Si maman n'est pas là, lorsque tu rentres de l'école ou bien que tu te lèves le matin, va prendre ta brosse à dents. Maman n'aura pas besoin de venir te dire de faire. Il y a les parents Michel Gachou, sauf que beaucoup d'enfants ne le font. Il y a les parents Michel Gachou qui disent que faire tout cela, donner des responsabilités à l'enfant, c'est gâcher son enfance. Mais sauf que c'est ça l'enfance en fait. Parce qu'on ne sera pas. C'est ça l'enfance, parce que l'enfance consiste en l'apprentissage. Si pendant l'enfance, il n'apprend pas, il n'aura pas fait son enfance. Si vous pensez qu'il suffit de jouer et d'avoir plus de loisirs pour être un enfant, vous mettez le doigt dans l'œil. Parce que finalement, vous aurez un adulte qui n'a pas fini d'être un enfant. Merci, on a des gens qui ne cumulent pas 150 000 de salaire par mois. On doit payer le loyer, payer à manger. Vous voyez que la mère ne peut pas rester à la maison. Vous êtes très loin. Voilà. On a qui ne cumulent pas 70 000, même 60 000 au Cameroun. Oui. Oui, il y a des familles au Cameroun qui n'ont pas 60 000 francs le mois. Les deux? Effectivement. Ben, écoutez, sortez et puis vous verrez quand on va au Cameroun. Oui, le problème, c'est un problème de culture. Si vous voulez élever vos familles à l'occidental,
accepter les conséquences. Vous voulez les élever comme les Bantous, il y a des conséquences, il y a des prix à payer. C'est un problème de choix, mais vous ne pouvez pas faire les deux au même moment, ce n'est pas possible. Malheureusement. C'est pas possible. Allez, Karine. Restez chez vous, louez et priez votre Dieu en famine. Méditez les textes qui font de vous des gens meilleurs. Mais n'allez plus dans les églises perdre votre temps. Aucun pays ne s'est développé avec les églises. Ça n'existe pas. Janet, Michael. Aucun. C'est ça, ces églises sont d'autant plus complices que ceux qui nous appauvrissent chaque jour. Après 1982, l'église s'est adaptée au renouveau et est devenue le temple de l'escroquerie. L'église s'est adaptée au renouveau. Je veux savoir la différence entre armes lourdes et lourdement armées. Vraiment, c'est pas à nous qu'il faut demander ça. Armes lourdes, ça doit être des chars. Non, ça c'est autre chose. Vraiment. On peut prier, c'est pas le sujet. On peut prier. Pas une école de guerre ici. On peut prier son Dieu, faire sa volonté, méditer sans aller à l'église. Les églises là, il n'y a pas Dieu dedans. Bon, on vous explique la parole. Alors, je suis un ancien chrétien, mais je ne suis pas d'accord avec l'accusation de l'Église. L'Église au Cameroun est l'Église du renouveau. Les prêtres ont payé le lourd tribut de la brutalité du renouveau. Avant 1982, l'Église était très bien. Après 1982... L'Église était très bien. Non, il n'y a pas que en France. Il est où? Allez, je parle, il est en Europe. Allez taper sur Google tout de suite. François Hollande nomme un ambassadeur homosexuel au Vatican. Regarde. La France sous Sarkozy, qui s'est réclamé fille aînée de l'église catholique, on avait condamné Sarkozy qui allait avec sa femme, il n'était pas encore marié, voir le pape. Le pape les a reçus, on a condamné. Donc, ça vient de là-bas, même chez vous, en Occident. Donc, il faut être... Voilà. Oui, mais il faut être absolument méfiant. Attendez. Et merci, mon bon. Merci vraiment. François Hollande nomme un ambassadeur homosexuel au Vatican. Tapez tout de suite, vous verrez. Moi, je ne vous donne pas le nom. Il a un nom de consonance italien. Allez-y. Merci beaucoup. Allez, madame, monsieur, merci de rester des nôtres. La prise de conscience, justement, de ce que nous incarnons, nous étions, et ce que nous devrions, justement, être. Il faut chaque matin prendre cette tasse sur 10-12 le Zénith. Et merci encore pour la colère exprimée ce matin qui nous permet de comprendre exactement dans quel environnement nous vivons. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? La responsabilité, c'est entre vos mains. Et nous parlons bien sûr de ce qui fait bien évidemment la une sur la toile depuis 24 heures. On va peut-être parler de 48 heures, Karine Santia, nous vous écoutons. Alors, depuis plus de 48 heures, la toile est autour d'un sujet particulièrement. Cette mobilisation sécuritaire autour du domicile de Maurice Kamto à Yaoundé, au quartier Santa Barbara. Le président du MRC est bloqué chez lui depuis bientôt une semaine. Aucun contact avec l'extérieur. Même les avocats du collectif attachés à la défense des militants arrêtés n'arrivent pas à entrer en contact avec lui directement. Et les internautes notamment, il y en a qui demandent que les policiers et autres hommes armés qui sont devant chez lui déguerpissent. Il y en a qui disent que à Sombelima et à Obala, on a marché avec des machettes, des lattes et personne n'a été inquiété. Il y en a aussi qui demandent notamment ce que la police fait devant le domicile de Maurice Kamto s'il n'a pas marché et autres. Maintenant, depuis lors jusqu'à aujourd'hui, on s'interroge sur pourquoi cette mobilisation sécuritaire devant son domicile. Alors maintenant, il y en a qui disent que c'est justement pour le protéger parce qu'il y aurait des badauds qui pourraient venir attaquer son domicile. Maintenant, il y en a qui disent que c'est justement pour empêcher qu'il ne soit en contact avec ses militants directement afin de préparer l'insurrection. Donc, il y a tout ce genre d'arguments qui pilulent la toile. Et des appréciations sont multiformes sur les réseaux sociaux, madame, monsieur. Depuis 48 heures, le week-end a été émaillé par cette question, on va dire, l'incarcération ou le maintien, justement, à son domicile. On parle là du professeur Maurice Kamto, du parti, le petit parti politique baptisé le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Appréciation à faire aujourd'hui. Non seulement, vous le savez, ils sont pratiquement 600 militants du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun qui ont été arrêtés pendant toute la semaine dernière, sans compter ici ceux qui ont été également enlevés, notamment Olivier Bibounissak enlevé. On parle aussi de l'enlèvement du professeur Alain Foguet. Quelle appréciation peut-on en faire? Où va le Cameroun? L'oppression, la tyrannie, la dictature, la barbarie?
Comment justement l'apprécier ce matin? Alors, Bonbon Bengan Kandji, la police maintient Maurice Kamto chez lui, ses enfants, sa femme, personne ne peut sortir, personne ne peut entrer. On a même appris justement le week-end que même le vigile qui est venu pour un simple remplacement a été retenu par la police et conduit justement dans une des cellules. Finalement, est-ce que ce n'est pas justement de nature à montrer aux yeux du monde que la tyrannie est existentielle au Cameroun? Absolument. Mais Karine a lu un post là qui m'a semblé être vraiment dans ce qu'on appelle la politique politicienne et surtout là dans notre Cameroun francophone, comment on utilise, qu'on fait de la manipulation. Vous savez, le pouvoir est en train de gérer ce qu'il a considéré comme coup d'État à travers une insurrection populaire. Et le gouvernement n'a pas rassemblé assez d'éléments probants pour pouvoir accuser à charge les meneurs de ce qu'il appelle coup d'État, l'enlèvement de Paul Biya de Toudi. C'est ça qui amène tout ce Bataclan-là. Vous voyez donc, quand il va s'agir qu'il n'y a pas assez d'éléments probants et donc on ne peut pas inculper Maurice Kamto, on va justement dire comme cet internaute, je suis convaincu qu'il est de pouvoir, et à dire que non, c'était pour assurer sa sécurité, parce que dans ce genre de micmac, on ne sait jamais où peut provenir le danger. Donc le pouvoir se surfer sur ça. Maintenant, l'autre chose aussi, le pouvoir sait que Kamto, ce n'est pas un kidam, surtout sur le plan international. L'arrestation de Maurice Kamto maintenant, surtout une deuxième arrestation, chers amis, les chancelleries occidentales vont pas faire dormir le président. Le président de la République, lui, il a besoin de repos. Il a besoin de repos. Et que Macron, Emmanuel Macron l'appelle tous les jours, mais ce type, vous l'avez arrêté, pourquoi? Et Angela Merkel l'appelle. Il ne veut pas de ça. Donc c'est pour ça que, n'ayant pas des éléments probants pour justifier l'insurrection, on ne peut pas l'arrêter. On joue ça, on vous laisse parler. Parce que, en fait, les réseaux sociaux, c'est quoi? C'est l'expression. Vous exprimez, c'est le bavardage. On dit bavarder votre part là-bas. Mais, l'autre chose... N'y a-t-il pas de danger dans ce bavardage? Pour le peuple ou bien pour le pouvoir? Pour le pouvoir. Non, le pouvoir surfe sur... Vous savez, dernièrement, je pense que c'est Charles Lamel qui nous parlait de la manipulation, comment les comités ministériels, interministériels siègent. La communauté internationale qui encadre le banditisme mondial a créé un mot qu'on appelle lobby. On vous a dit que le gouvernement avait envoyé quelques centaines de millions pour recruter des lobbies, les lobbyistes américains. Donc il y a comme ça, Patricia Ban était arrivée ici au Cameroun à un moment donné, elle était régulière ici pour aménager la communication présidentielle. Ça, c'est des méthodes, j'allais dire, de corruption internationale pour soigner l'image du Cameroun. Donc ils sont prêts à ça. Ils sont prêts à ça. Et malheureusement, je pense que ça ne durera pas longtemps. Mais ils sont prêts à ça. Charles Lamel, comment vous appréciez également le maintien, on va dire, à résidence surveillée de Maurice Kamto aujourd'hui par la police, la gendarmerie, pour ceux qu'on a regardé justement dans les images qui défilent depuis un petit moment? Alors, il faut dire que cela interroge l'ensemble des actions qui sont posées depuis, interroge sur les fameux 71-14%. Ça interroge. De quoi a-t-on peur? Ça interroge finalement parce que lorsqu'on sait qu'on a l'aval du peuple, lorsqu'on sait qu'on a la bénédiction du peuple, lorsqu'on sait que le peuple s'inscrit dans la logique systémique que nous nous battons à défendre, quelle pourrait être la représentation? Je vous ai pris deux cas. Le premier cas, c'est le cas de Mohamasson, qui se lève un matin et dit « je veux marcher, je vais aller à Yaoundé à pied ». On l'attrape, on va le jeter à Pékatanta en disant que marche, tu pars vers Abassi, tu pars faire quoi avec Yaoundé? Après on l'attrape, on le jette en prison. En prison, tous les matins, il rassemble les prisonniers, il s'assied, il commence à débattre sur les problèmes du Cameroun. Il raconte l'histoire du Cameroun, la genèse, le maquis, comment se monter les influences de la France dans les différentes actions. On dit que le gars est un danger ici, il peut créer une bombe. On le prend, on lui dit que sors, si tu veux me marche, comme les prophètes qui se baladent avec les minarets, tu parles, on va voir qui va t'écouter. Voilà comment
vous avez vu, on a réussi. Mais quand on se retrouve à mettre quelqu'un comme le professeur Maurice Kamto en résidence surveillée, j'ose croire que le professeur Maurice Kamto a quand même fait des réserves, parce qu'une personne comme celui-là, déjà, il est malade, il a des rendez-vous avec son médecin, il doit rencontrer son médecin, il doit avoir, M. Michel Gachou, envie de faire son sport, comme il fait son sport tous les matins, sortir, marcher, on vous garde à résidence surveillée chez vous, ça suppose que même s'il y a le vigile, on l'interpelle, ça suppose que même votre médecin ne peut pas avoir accès. Quel est donc l'intérêt qu'on recherche derrière? Quel est le projet qui se cache derrière? N'a-t-on pas, n'est-ce pas une crise de la famine qu'on est en train de créer lorsqu'on sait que sa femme a un titre de ministre, a une responsabilité, qu'elle doit aller vaquer à ses occupations et que sa femme est membre du RDPC, monsieur? Elle ne l'est pas. Non, je ne sais pas si elle est ou non, elle n'est pas. Elle devrait aller quand même vaquer à ses occupations. Les enfants devraient sortir. Sa femme est fonctionnaire, mais elle n'est pas membre. Je le dis, vous savez, on est dans le commentaire des réseaux sociaux. Ah, d'accord. Les réseaux sociaux. Oui, mais il faut justement que l'on retient que sa femme n'est pas partie justement du RDPC. Monsieur Michel Gachou. Vous avez les fichiers. Écoutez, il y a eu des démentis en ce sens-là. Elle devrait aller au travail. Ça suppose que si elle ne sort pas, c'est un manque à gagner déjà à ce niveau. Non, pas, je dis un manque à gagner pour l'État du Cameroun, parce qu'elle a un poste, elle a des bureaux. C'est une responsable, elle doit signer certains documents. Le fait de la bloquer au niveau du ministère, elle ne va pas au travail. S'il a à la maison un personnel, ce personnel a des enfants peut-être qui n'ont pas vu leur maman depuis 2-3 jours, les domestiques. Donc vous voyez, est-ce que là, ce n'est pas le mettre en situation de crise, de famine, ce n'est pas le pousser à faire une crise, une dépression, et dans le cas où il viendrait à faire une dépression grave et sérieuse, à laquelle il ne se remettrait pas, comment est-ce qu'on va justifier? Non. Comment est-ce qu'on va justifier cette crise? Il fait une crise et il ne se relève pas, et que pour de bon, il s'en va là, parce que maintenir quelqu'un, un homme de cet âge, sous ce type de pression, avec des personnes devant vous, vous ne pouvez pas ni sortir, ni rentrer, ni recevoir des visites. Mais attention, c'est une pression psychologiquement qui peut... Est-ce que ça justifie justement la sortie aujourd'hui de Robert Amsterdam? Amsterdam est partenaire d'ailleurs ce cabinet d'avocats basé aux États-Unis, qui a envoyé une deuxième lettre à Paul Biya la semaine dernière, lui rappelant d'une manière ou d'une autre qu'il doit drainer le chef de l'État, traîner le chef de l'État devant la juridiction internationale. Monsieur Michel Gachou, je crois que plus la violence, l'action répressive devient forte, plus les mesures aussi pour contrecarrer cette mesure grandissent. Vous avez vu la dernière fois, c'était avec l'actuel ministre de la Justice française, Kylian Moretti, qui était venu défendre. Vous avez vu comment l'opinion nationale s'était mobilisée via tous les tam-tams nationaux pour insulter, laver, dire qu'il ne pourra rien faire. D'ailleurs, il n'a jamais gagné de procès chez lui. Aujourd'hui, le voilà qui est ministre de la Justice en France. On a vu ce que cela a produit. Aujourd'hui, il est passé à une autre étape, avec notamment Robert Amsterdam, qui a dit il n'aura pas une troisième lettre. Je m'arrête à 2 lettres, passer ces 2 lettres. Maintenant, Bob parlait tout à l'heure du lobbying. Est-ce que les lobbyistes qui ont été recrutés par l'État du Cameroun se sont en train de se renseigner ou connaissent la vigueur ou avec la vigueur avec laquelle, ou l'efficacité avec laquelle travaille ce cabinet? J'ai parcouru encore sur la toile, on a dit, c'est quelqu'un responsable qui a dit que Maurice Kamto veut installer l'homosexualité au Cameroun. J'ai parcouru cette personnalité qu'il a dit veut installer, et c'est la raison pour laquelle elle allait prendre le cabinet. J'ai dit, voilà des expressions que certaines personnes emploient, pensant que la même mise qu'ils ont... Des munitions pour diviser. Oui, pensant que la même mise qu'ils ont, entre guillemets, sur la justice, s'étend à l'échelle internationale. Je pense qu'il est allé jusqu'à préciser Robert Amsterdam que ça va commencer par le gel des avoirs. Vous avez de nombreuses personnes déjà au Cameroun, à l'heure où je vous parle, qui ne peuvent pas aller aux États-Unis, qui sont littéralement fichés aux États-Unis. Vous avez plein de Camerounais et des ministres qui ont acheté des résidences et qui s'élèvent à 1 milliard de francs CFA aux États-Unis. Ils sont connus, ils ont des avoirs dans les banques de ce côté. D'autres sont allés même jusqu'à créer des comptes en mettant au nom de leur fils et tout et consorts. Donc le cabinet va aller investiguer de ce côté, frapper là où ça fait mal, certainement. En plus des personnes fichées, il y aura des personnes qui ne devront pas se déplacer. Donc, qu'on le veuille ou non, on va aboutir à la discussion. La discussion est excessivement importante, d'autant plus que les Ambaboy ont décidé de lever le pied. Si vous êtes au courant, ils ont levé le pied sur l'école. Ils ont dit, nous autorisons désormais qu'il y ait reprise des cours dans le nord-ouest et le sud-ouest, à la seule condition que les écoles deviennent écoles communautaires, qu'on n'entende pas l'hymne national du Cameroun là-bas, et de deux, aucun enseignement concernant la France de leur côté. Donc c'est pour dire qu'en termes de mesures, il y a des choses
choses qui sont en train de changer. Merci. Qu'on libère dans le domicile de M. Maurice Kamto et qu'on trouve plutôt des voies et moyens pour avoir un code électoral consensuel comme il a demandé et faire la paix dans la région du Nord et du Sud-Est. Merci beaucoup, Charles Bachou. Peut-être un vrai forum, réconciliation, vérité et paix pourra résoudre cette question. Madame, Monsieur, restez des nôtres. Nous sommes sur Equinox Télévision. C'est bien. C'est bien ces enfants vont aller à l'école, c'est top. Et The next academy year is knocking at the door. Obtain your HND, Professional Bachelor, Master Degree in Banking and Finance, Secretarial Studies, Management and much more. ISPA vous offre une formation académique et professionnelle en cours de jour et soir dans les sous-systèmes francophones et anglophones. Obtenez le BTS, licence et master professionnel en gestion, spécialité, banque et finance, logistique et transport, génie informatique, génie civil, santé en soins infirmiers, sciences et techniques biomédicales, sage-femme. ISPA et à Yaoundé, Ngomkana, rue Face Immeuble Macabo. Contact 699 83 83 42. WhatsApp 661 16 19 10. Site web ispa-amandin.com. À la construction du leadership de demain. mesdames et messieurs, après ce spot, nous saluons bien sûr la présence sur le plateau B de Consti Lamine. Bonjour Consti Lamine et bienvenue ce matin. Alors bonjour Michel, bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour à tous les parents, bonjour à tous les futurs étudiants. Merci d'accueillir chez vous l'Institut supérieur universitaire bilingue, les Armandans, j'ai nommé ISPA. Et parlons bien sûr de ISPA ce matin. On va bien comprendre pourquoi porter son choix académique à ISPA. Alors une très belle question Michel Gatiou, il est important de le rappeler à tous les téléspectateurs. Vous le savez très bien comme moi, il y a plusieurs établissements supérieurs qui naissent au Cameroun tous les jours. Oui, ça je le sais très bien. Et parmi ces établissements supérieurs, il y a des établissements supérieurs de très très bonne qualité, ça il faut également le reconnaître. Et parmi ces établissements supérieurs de très très bonne qualité, il y a celle qui est présentée par, bien entendu, le concept Salaka de Consti Lamine. Bien entendu, c'est bien sûr l'Institut supérieur universitaire bilingue, les Armandans, qui, je rappelle, est situé à Yaoundé, au quartier Komkanan, face immeuble Macabo. Alors, pourquoi devrait-on choisir ISPA? C'est une très très bonne question. La réponse est la suivante. Tout d'abord, ISPA a pour fondateur un éminent enseignant qui a plus de 25 ans de carrière dans l'enseignement. ISPA fait partir du groupe scolaire bilingue Les Armandans. Avant bien sûr la création de ISPA, il y a eu d'abord l'école primaire Les Armandans, il y a eu le lycée privé Les Armandans et aujourd'hui, depuis plusieurs années, on parle bien entendu de l'Institut supérieur universitaire bilingue Les Armandans qui présente plusieurs avantages. Tout d'abord, le nombre d'effectifs est très très limité par salle de cours. Vous retrouverez dans nos salles de cours un maximum de 30 étudiants par salle de cours. À côté, bien sûr, de cet effectif qui est très, très limité, il y a la qualité des enseignants. Ça, il faut le rappeler que c'est des enseignants triés sur le volet. Un casting minutieux qui se réalise chaque année académique. En plus des enseignants qualifiés, il y a également la qualité de nos laboratoires, la qualité de nos ateliers et bien entendu des stages académiques que nous offrons gratuitement à tous nos étudiants. Il y a plusieurs avantages. J'inviterai tout simplement les parents, les futurs étudiants à se rendre du côté de Yaoundé, au quartier Komkana et à choisir ISPA. Parlez-nous justement des filières de cet établissement. Alors nous allons parler bien sûr ce matin, il faut déjà rappeler que ISPA c'est 12 filières de formation à fort potentiel d'emploi, des filières de formation qui sont dispensées par des enseignants qualifiés et professionnels. Parmi ces filières de formation ce matin, nous allons parler de deux filières de formation. Tout d'abord, la filière de formation commerce-vente. Oui, pour ceux qui veulent être des véritables vendeurs comme Consti Lamine, pour ceux qui veulent être des véritables communicateurs commerciaux comme Consti Lamine, je vous invite à vous inscrire dès à présent à l'Institut supérieur universitaire bilingue ISPA, où vous allez bénéficier d'une filière, c'est-à-dire d'une formation de qualité, notamment avec des spécialités telles que la spécialité commerce-vente, marketing commerce-vente, MCV. Alors, c'est une spécialité qui constitue la filière, c'est-à-dire commerce-vente, du côté bien sûr de ISPA. Il y a également une autre spécialité dans cette filière, le commerce international. Voilà donc ces deux spécialités qui constituent la filière, bien entendu, commerce-vente, du côté bien sûr de ISPA, qui est situé à Yaoundé, au quartier Komkana. Alors, quel conseil donnez-vous justement aux parents et futurs étudiants Consti Lamine? Alors, chers parents, je m'adresse à vous. Il est important de faire un très bon choix. Il y a tellement d'écoles supérieures au Cameroun parce que les gens ont compris que c'est là-bas qu'il y a l'argent.
Mais non, du côté bien sûr de ISPA, le fondateur ne met pas l'argent au centre de ses priorités. Le centre des priorités est placé sur la qualité c'est-à-dire de la qualité de l'information et bien entendu la qualité des enseignants. Raison pour laquelle je conseille vivement à tous les parents qui me regardent ce matin, que vous soyez à Bafoussam, à Garoua, en Gueule-Mendouka, au Gabon, en Centrafrique, au Tchad, à Douala et à Yaoundé, rendez-vous du côté de Yaoundé, au quartier Komkana, allez découvrir la qualité en matière d'enseignement, allez découvrir nos infrastructures, nos locaux et bien sûr nos laboratoires et faites le bon choix. Le bon choix, c'est bien entendu avec ISPA. Lamine. Merci beaucoup. Merci à vous, madame, monsieur, de rester présent sur Equinox Télévision. Et dans un instant, interpellation. Pour que le pays puisse se développer, je propose que qu'on puisse seulement recruter plus les jeunes pour pouvoir moins se nettoyer les rigoles. Même essayer de faire même le drainage, même les voies de l'eau là. Puisque quand les rigoles sont bouchées comme ça, l'eau ne puisse pas circuler. Et on interpelle. Non, ce sont les maires, les conseillers municipaux et le Sénat qui sont interpellés. Parce que je pense que les citoyens, il faudrait qu'ils commencent maintenant à donner, à attribuer les responsabilités à certaines personnes qui nous représentent dans des institutions. Il est bien établi que le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées. Donc, lorsqu'il y a un problème de drainage, problème de salubrité, qu'on s'adresse au Sénat. Qu'on s'adresse au Sénat. Est-ce que le Sénat a les solutions à ça? Parce oui, que est-ce qu'on ne voit pas le Sénat? Il doit chercher les solutions. Justement, c'est pour ça que nous devons les interpeller. Les interpeller. Parce que depuis 2013 que le Sénat est là, il fait quoi? Le Cameroun, il aide l'Assemblée nationale à voter les lois. Ce n'est pas le travail du Sénat. La Constitution dit que le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées. Oui. Voilà, donc les sénateurs, on devra les voir dans sa région. Ils sont 10 par région. Ils peuvent bien se répartir les tâches pour apporter un appui à ceux qui les ont mis là. Donc aux conseillers municipaux. Quels sont les problèmes que rencontrent les municipalités aujourd'hui? Le Sénat les apporte. Mais depuis 2013, ils ne font rien. Il faut rien. Nous sommes là tout le temps à dire ah oui, le super maire ici, le maire de tel n'a pas fait, de tel. En réalité, ils n'ont pas fait. Fondamentalement, c'est au Sénat qu'on devait s'adresser. Absolument. C'est-à-dire qu'il doit avoir ces notions-là. Depuis 2013, il ne faut rien. C'est cet argent qu'on a perdu pour entretenir un Sénat qui ne fait rien, c'est assimilable à du vol. Ça veut dire qu'en fait, nous avons des sénateurs qui nous disent que bon, nous sommes là, hein, nous ne faisons pas le travail pour lequel nous sommes là. Et vous faites quoi? Nous, on est là. Dites-vous. Après, on va vous dire les régions, comment vous appelez, les conseils régionaux qui seront mis en place le 6 décembre. C'est ça qu'on attend pour faire le lien entre le conseil municipal et le Sénat? Non. Non, ce n'est pas possible. C'est pas vrai. Parce que, en fait, les maires de ville s'occupent des problèmes d'assainissement, mais il y en a qui ont bloqué. Parce que le maire de la ville, qu'est-ce que le ministre de l'économie, du plan et de la planification va lui dire? Il va commencer à dire, mais j'aime quoi là-dedans? Bon, on voit bien le plan que tu veux proposer, l'appui du gouvernement pour que la Banque africaine de développement vous vienne en aide, oui. Mais ma part dedans, c'est combien? Bon, vous savez, et ces maires-là, ils ont été mis comme ils ont été mis. Maintenant, c'est le Sénat. Il faudrait que les Camerounais s'habituent à interpeller leurs sénateurs. Très bien. Merci beaucoup, Mboma Bengan. Merci, Karine Santia, Charles Amem Bachou, Dominique Audrey Oyengelek. Madame, Monsieur, avec le même plaisir, nous vous retrouverons certainement demain lorsqu'il sera 10 h. Restez sur Equinox Télévision avec la suite des programmes. Et nous saluons au passage Carlos Munuet ce matin qui est avec nos sons, Nadine Guam pour la réalisation et François Rodrigue, François Dikoumé à la caméra. Demain, 10 h.